Eh bien, bonjour à tous les amis, il est 18h01 très exactement et on est ensemble parce que bien tout simplement les quarts de finale vont bientôt commencer. Puis c'était important pour nous de faire notre petit preview, pardon. Donc on est ensemble pour peut-être un peu moins de 2 heures ou peut-être un peu plus, ça va dépendre de l'attitude de nos chers amis ici présents sur ce stream. Si on arrive à se tenir, on va bien voir. En tout cas, très content d'être avec vous, les fraudes. On a aujourd'hui avec nous Bruce Granek. Comment ça va? Salut les amis, bah écoute, ça va, tranquille, hein. Hâte de voir les quarts de finale demain, quoi, parce que ça va être une journée assez folle qu'on va suivre aussi ensemble, donc hâte d'être à demain. Puis il y a eu la victoire là de Djoko, donc tout va bien. Magnifique victoire de Djoko. On a aussi Kanto 30 qui est là. Comment ça va, Kanto 30? Écoute, ça va en grande forme et j'espère que tu vas arriver à la tenir, cette émission. Voilà, oula, bizarre, attention, oula. Très bien ce qu'il fait, Kanto. Qu'est-ce que tu nous fais? Qu'est-ce que tu sous-entends? Ah oui. Magnifique. Il y a Pipion qui est là avec nous aussi. Comment il va? Salut, super. Hâte de parler de ces petits quarts de finale et de revenir sur ce qui s'est passé, notamment avec la Turquie et les Pays-Bas. C'était bien sympa. Ouais, c'est vrai qu'on s'est régalé, en tout cas pendant les huitièmes, pas tout le temps, mais parfois il y a eu des petits moments sympas, des petits moments hors du temps. Alors, messieurs, pour le sommaire du jour, on a une émission très complète, on va faire pas mal de choses. On va d'abord commencer par parler de l'équipe de France, forcément. Il y a beaucoup de sujets, beaucoup d'infos, beaucoup d'analyses à faire, des choses à traiter. Donc on fera ça dans le point bleu pour commencer. Ensuite, on fera un petit bilan des huitièmes. Alors, qui dit bilan avec nous, forcément, c'est nos petites récompenses. On va essayer de décerner nos MVP, nos flops, surprises et compagnie. Il y aura même les fameux 11 types des huitièmes. Tout le monde a fait son 11 types, donc forcément la team hors-jeu va faire le sien aussi. Un petit regard vers la Copa, forcément. On aura Natio avec nous qui sera en vocal et qui va nous faire un petit point justement sur cette compétition qu'on suit très assidûment aussi en même temps que l'Euro. Oui. C'est important, c'est très important. Et on aura aussi la preview des quarts de finale qui vont avoir lieu. Et en fin d'émission, un petit 11 combiné Espagne-Allemagne. Je ne sais pas si on aura encore plus de difficultés que la dernière fois, mais les 11 combinés en général, c'est toujours des moments assez sympas parce que ça permet de tout simplement faire des comparatifs assez galères. Donc on en parlera après. Avant de commencer l'émission, bien sûr, notre partenaire Winamax qui est avec nous jusqu'à la fin de l'Euro, bien entendu. Je vous rappelle le fameux bonus de bienvenue qui est disponible sur le site winamax.fr ou alors sur l'application sur mobile. Vous la téléchargez, c'est extrêmement facile. Vous faites un premier dépôt de 100 €, il est instantanément doublé. En pari gratuit, vous avez 100 € de plus pour pouvoir parier. Si vous faites 200 € tout simplement. Et avec le code hors-jeu10, vous avez un bonus supplémentaire de 10 €. Voilà, petit code promo qu'on a avec Winamax. Donc n'hésitez surtout pas si jamais vous avez juste envie de vous faire plaisir. Parce que oui, ce n'est que pour le plaisir. Gardez bien ça en tête. Les jeux d'argent sont assez dangereux tout de même. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction, c'est écrit dans le bandeau juste en bas. Et puis si jamais vous avez des problèmes avec ça, il y a même le petit numéro qui vous permet de vous faire aider. Donc vraiment, faites bien attention, faites juste ça pour vous amuser si jamais. Et je peux même vous le rappeler, vous n'avez même pas besoin de parier pour pouvoir kiffer vos matchs et vos rencontres. Messieurs, je sens que vous êtes en forme aujourd'hui, je sens que vous avez l'énergie qu'il faut. Du coup, on va pouvoir y aller et on lance le premier jingle. C'est le point bleu. Alors messieurs, il y a eu quelques petites news qui sont sorties. Enfin des news, il y a des petits sujets, des petits débats qui naissent sur les réseaux, qui fleurissent un petit peu. Et forcément, c'est beaucoup au niveau de la tactique que ça se joue parce que on se demande tout le temps que va nous pondre l'ami Didier Deschamps.
Et là, il y a une question assez centrale, c'est autour d'Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, parce que certains pensent qu'il devrait aller faire un tour sur le banc, quand d'autres pensent que Griezmann reste quand même un joueur indispensable pour cette équipe de France. Scipion, je vais commencer avec toi aujourd'hui. Le cas Antoine Griezmann, toi, comment est-ce que tu l'analyses? Est-ce que tu considères que c'est un joueur qui doit continuer à figurer dans cette équipe, malgré son niveau de performance et de forme qui est peut-être un petit peu en deçà de ce qu'on lui connaît d'habitude, ou est-ce que pour toi, ce serait pas une mauvaise idée de lui faire aller sur le banc, de le faire aller sur le banc? Après les matchs en phase de groupe, notamment les Pays-Bas, où je trouve qu'il était plutôt intéressant, je me disais qu'il fallait quand même insister avec lui parce qu'il y avait cette dose de créativité qu'il n'y avait pas forcément dans le reste de l'équipe. Mais maintenant, c'est vrai que le match contre l'Autriche, avec ce fameux positionnement à droite, ça ne l'a pas aidé. Quand bien même il ne collait pas tout le temps à sa ligne, on voyait qu'il était dans un rôle un petit peu ingrat. Et quoi qu'il arrive, on sent que tu peux trouver n'importe quel rôle à Griezmann dans cette équipe. Il n'a pas cette influence habituelle parce que je pense qu'en fait, le garçon est cramé. Je pense pas qu'il soit cramé, tu vois, de manière définitive. Je pense juste qu'il y a eu une saison très très longue avec l'Atlético et que là, sur la deuxième partie de saison, il y a plusieurs supporters des Colchoneros qui nous avaient dit attention, Griezmann quand même il a beaucoup enchaîné et un petit peu décliné et malheureusement on récupère un Grisou qui n'est pas à 100% et après évidemment ça n'excuse pas certaines choses, le manque de lucidité, les coups de pied arrêtés qui sont mal tirés, etc. Mais voilà, j'ai l'impression que Deschamps finalement décide de ne pas trop trancher. Il a tenté contre la Pologne et finalement on avait vu un Barcola qui lui dans un rôle de pur ailier, évidemment c'était pas sur le côté droit puisqu'il y avait Dembélé, mais tu vois qu'il pouvait apporter ça. Mais là, on a le sentiment que Griezmann, ça fait partie des intouchables, alors que finalement, il n'a pas totalement donné les garanties suffisantes. Et écoute, j'ai envie de te dire... c'est pas que c'est un mal pour un bien, mais on a toujours envie d'espérer que Griezmann, il y ait toujours ce petit truc en plus, il y a ce déclic qui viennent. Maintenant, moi, je pense que contre le Portugal, avec cette densité physique qui sera, je pense, supérieure à la Belgique, j'ai peur qu'il souffre encore. Densité physique, mais aussi qualité technique, parce qu'il y en a ça au niveau de cette sélection portugaise. Bruce, maintenant, évidemment, on a des joueurs aussi, on a pas mal de talent dans nos rangs, mais j'ai l'impression qu'il y aura aussi cette question technique. Cette bataille même au milieu de terrain, on voit bien que l'équipe de France, c'est pas la première dans ce domaine-là. Je pense qu'on est beaucoup plus fort, impactant au niveau du physique. Maintenant, Griezmann, c'est justement ce genre de joueur qui permet au moins d'élever la qualité technique de ton équipe. Donc, est-ce que pour toi, Griezmann reste un indispensable, ou est-ce que pour toi, pareil, il y a peut-être autre chose à tenter? En fait, le truc, c'est que devant, qui est indispensable depuis le début d'Euro? Il n'y a personne qui est indispensable, que ce soit Mbappé, que ce soit Dembélé, que ce soit Thuram, Griezmann, je veux dire, tous les joueurs un peu à vocation offensive, il n'y en a pas un, tu vois, qui a répondu présent et on se dit, lui, il est en forme, il est dans son Euro. Donc le problème, pour moi, tu peux le prolonger. Et tu peux le prolonger même aux attaquants portugais où c'est un peu la même chose avec les 4 devant. Les attaquants anglais, c'est plus ou moins la même chose pour quasi tout le monde aussi devant. Du coup, c'est aussi ça le souci. Après, Griezmann, là, maintenant, depuis la Belgique et tout, s'il est encore utilisé à droite, bon, c'est sûr qu'il faut peut-être pas attendre de Griezmann forcément un grand match, mais plus un match où il va aussi se sacrifier. Tu vois, il va beaucoup bosser défensivement. On sait qu'il est un peu moins en confiance ces derniers temps. Ça se voit sur sa finition notamment. On l'avait vu en match de poule où il avait eu des sacrées occasions notamment. Donc voilà, mais c'est sûr que faut pas se dire qu'on aura la meilleure version de Grisou en l'utilisant comme ça. Donc pour moi, c'est plus on l'utilise parce que pour moi, t'es obligé de le mettre, c'est Griezmann. Et on sait jamais avec lui, ce qui peut quand même avoir des coups d'éclat, même si c'est vrai que depuis quelques semaines, voire mois, il est un peu moins bien et ça se ressent. Mais on l'a vu avec Koundé notamment, ça avait beaucoup bossé défensivement contre la Belgique. Puis bon, avec lui, mine de rien, voilà, à tout moment, il peut quand même te donner un petit caviar, il peut te débloquer quelque chose en espérant. Voilà, il n'a pas perdu tout son football du jour au lendemain. Donc voilà, pour moi, t'es obligé de l'aligner. Après, sur le côté droit, bien évidemment, c'est pas forcément son meilleur poste, on s'en doute bien. Et puis, en espérant aussi que sur les coups de pied arrêtés, il retrouve un peu de précision, parce que c'est vrai qu'on n'est pas la seule nation dans cet Euro, mais il y a quand même pas mal de coups de pied arrêtés qui sont très très mal tirés par certaines équipes. Et quand tu vois par exemple le match de la Turquie la dernière fois où les 3 buts, ça vient de corner par exemple, tu vois, de temps en temps ce sont des matchs bien compliqués et on risque d'en avoir vu la partie de tableau. C'était déjà le cas en 8e de finale. Les coups de pied arrêtés, ça peut débloquer la situation et nous sauver. Donc on espère aussi retrouver un peu ce Griezmann, tu vois, qui est un peu plus précis et qui trouve les bonnes zones sur les corners notamment, quoi.
Ouais, on dit souvent, justement, pour compléter un peu ce que disent Bruce et Scipion, Kanto, on dit souvent que les grands matchs, c'est aussi là où on voit justement les grands joueurs. Peut-être que ça leur permet, je sais pas, d'aller trouver une certaine inspiration, de sublimer dans ces matchs-là. Kanto, est-ce que toi, tu crois en un sursaut de la part d'Antoine Griezmann? Est-ce que tu penses que, au-delà de tout ce qu'on a dit et de tout ce qu'on a constaté, est-ce que tu penses qu'il peut, dans ce match-là, tout simplement montrer un autre visage juste parce que c'est un grand match? Je pense que tous les matchs de compétition internationale sont des grands matchs, donc il y en a aucun à négliger. Donc pourquoi sur ce match plutôt qu'un autre? Ma réponse est non. Après, est-ce qu'on peut retrouver un grand Antoine Griezmann? Évidemment. Après, c'est sous condition que, comme l'a dit Scipion, qu'il soit pas trop bouilli physiquement, parce que c'est vrai qu'on l'a senti un petit peu dans le dur à ce niveau-là. Sous condition que Didier Deschamps lui donne des responsabilités, lui donne un rôle dans lequel il est à l'aise, parce que on a vu qu'à ce poste au milieu de terrain, il avait un petit peu d'influence dans le jeu, minime par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir venant de sa part, de par ses problèmes physiques. À la récupération, peut-être un petit peu moins irréprochable que d'habitude. Dans la création, moins capable d'accompagner les offensives, les courses vers l'avant. Après, c'est sûr que si Deschamps le met à ce poste d'ailier où il est dégueulasse, on l'a vu en match de prépa, déjà il était dégueulasse à ce poste-là. Dernier match face à la Belgique, il a été assez transparent également. Donc non, il faut également que Deschamps le mette dans de belles et dans de bonnes dispositions. Ce qui manque à Antoine Griezmann, on l'a dit, on l'a répété depuis pas mal de temps. Maintenant, est-ce que sur un match, on peut voir du grand Antoine Griezmann? Oui, moi, j'ai aucun doute sur le fait que Grisou peut nous gratifier d'un grand match, même si pour le moment, il est en train de passer à côté de sa compétition. Ouais, bon, en tout cas, ça c'est la compo probable que vous voyez à l'écran pour le moment. A priori, Griezmann serait sur ce côté droit avec, bien entendu, cette attirance vers l'axe, ce côté ailier qui repique dans l'axe. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer, comme le dit, oui, c'est ça, c'est Kokaski qui le dit sur le chat, parce que c'est vrai que au début, Griezmann, c'était parfois un second attaquant, un joueur qui évoluait avec un autre attaquant un peu plus haut. Est-ce que ça, c'est pas une option que Didier Deschamps pourrait exploiter? Je te demande à toi, Bruce. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un truc à gratter à ce niveau-là? En fait, je pense que le but de Deschamps, c'est de mettre Mbappé dans les meilleures dispositions. Et du coup, les choix qu'il va faire derrière, ça va impacter le reste de l'équipe. Et voilà, donc ça, en fait, ça se répercute sur le reste. Ouais. Tout, pour moi, il pense tout par rapport à Mbappé. Et puis après, il va mettre des mecs dans des rôles ou quoi, un peu par défaut, ce qu'il estime être le meilleur choix. Mais avant tout, c'est Mbappé. Comment... Donc, tout dépend de Mbappé, quoi. Tout dépend de Mbappé, on le voit, il cherche depuis à chaque fois, il a tout fait. Le mettre un peu dans l'axe, le remettre un peu côté, tu vois, changer le système, densifier le milieu de terrain. Donc en fait, pour moi, tout se répercute derrière. C'est pour ça que là, on parle beaucoup de Griezmann. Et oui, à juste titre, c'est vrai qu'il est moins impactant et tout, mais il n'est pas dans les mêmes dispositions aussi peut-être qu'avant. C'est pour ça que moi, je trouve que c'est un peu trop facile de tout lui mettre sur lui, alors qu'il y en a d'autres devant qui, pour le moment, je suis désolé, sont cata aussi. Et pourtant, eux, ils sont censés être dans de bonnes dispositions. Donc voilà, moi, Griezmann, il peut faire ce qu'il veut. On a compris qu'il sera pas dans son meilleur rôle, quoi qu'il arrive. Donc je pense qu'on ne pourra pas être trop dur avec lui en ce sens, parce qu'il n'est pas dans les meilleures dispositions, et on sait qu'en plus il est un peu en manque de confiance ces derniers temps. Donc voilà, moi c'est pour ça que je parle d'un problème général, même devant, où tout le monde est un peu perdu et ça a du mal à se trouver. C'est pour ça que dans le jeu, on n'est pas impressionnant tout simplement. Mais comme j'ai dit, le Portugal devant c'est pareil, alors qu'ils ont que des gros noms, etc. L'Angleterre aussi, on n'est pas les seuls. Mais voilà, au coach aussi de faire des choix forts peut-être, de trancher, je sais pas, de faire quelque chose pour le bien de l'équipe. Mais bon, là, comme je t'ai dit, pour moi, c'est un problème qui se répercute parce que la base, c'est Mbappé, on veut le mettre en bonne disposition. Mais est-ce qu'il faut forcément que penser à Mbappé? Je sais pas, tu vois, je sais pas. Bon, alors après, tu doutes bien qu'on complète, t'as raison dans ce que tu dis. Le truc, c'est qu'on sait tous que Kylian Mbappé ne sera pas sur le banc, on sait tous que quoi qu'il arrive, on va le retrouver sur le terrain, donc on essaye de voir plutôt autour. Parce que Deschamps, on sait qu'il ne l'enlèvera jamais, tu vois. Non, ça je sais, moi je parle pas de ça, je parle par rapport à son positionnement sur le terrain, tu vois ce que je veux dire, parce qu'on sait qu'il défend pas trop, donc il essaie de trouver la meilleure formule. Moi je te dis pas de le mettre sur le banc spécialement, mais voilà. Ouais, non, on est assez d'accord. Alors, parlons d'un autre problème, parce que on le sait tous, Adrien Rabiot a donc suspendu pour cette rencontre. On se dirige vers une titularisation de Camavinga, mais bon, tant qu'on n'aura pas la compo officielle, on va rien graver dans le marbre. Scipion, Camavinga, un joueur qui n'a pas encore complètement convaincu avec l'équipe de France.
Est-ce que ce défi-là est pas un trop gros défi pour lui, justement? Est-ce que cette circonstance n'est pas un petit peu trop forte pour Eduardo? C'est une bonne question parce que moi, quand j'ai vu la suspension de Rabiot, je pensais que Deschamps partirait peut-être sur Fofana titulaire pour un peu plus de prudence parce que forcément avec Camavinga, tu peux penser à des petites sautes de concentration, à un joueur qui peut ne pas être complet sur 90 minutes. Après, quand Camavinga s'est mis à la hauteur du match, de son équipe, qu'il accompagne le collectif, oui, c'est un indispensable. Enfin, honnêtement, c'est un joueur qui a ce petit truc en plus et il l'a montré avec le Real Madrid. Donc moi, je suis quand même satisfait de le voir j'ai pas envie de dire lancer, mais avoir cette opportunité royale. On sait que Deschamps, tu as raison de le dire, il y a des joueurs qui n'ont pas confirmé, on les a pas revus ou ils ont été mis au placard. Camavinga, c'est vrai que pour lui, évidemment, c'est un joueur qui est de 2002, on va pas parler de dernière chance, mais ce match-là peut beaucoup compter dans son histoire en sélection. Et écoute, j'ai envie d'y croire avec ce milieu de terrain-là qui a quand même plutôt bien tourné, qui a apporté satisfaction, avec lui qui peut apporter quelque chose de différent de Rabiot au niveau de la fougue, des projections. Si je pense à un Camavinga version Ligue des Champions, j'ai envie d'y croire. Après voilà, ça reste quelqu'un qu'il faut accompagner, il y aura des cadres à côté de lui pour le rassurer. Mais écoute, cette option-là elle me paraît pas déconnante et j'ai envie de croire que Camavinga va suivre, j'ai envie de dire, ce très bon socle défensif de milieu qui ont fait pour l'instant la réussite de Deschamps sur cet Euro 2024. Ouais, Kanto, parce que c'est vrai que finalement, Camavinga, comme l'a dit Scipion, c'est un joueur dont on connaît les qualités. On l'a vu faire de très très bons matchs avec le Real. On a vu sa polyvalence. On a vu que c'était un joueur qui pouvait se hisser au niveau des tout meilleurs milieux. Maintenant, avec cette équipe de France, oui, on a parfois la sensation qu'il cherche un petit peu sa place, que c'est par intermittence. Qu'est-ce qui lui manque pour toi, pour justement être un milieu qui peut devenir incontournable avec cette équipe? La constance qu'il a avec cette équipe du Real Madrid et les responsabilités qu'il a avec cette équipe du Real Madrid, tout simplement. Au Real Madrid, on sent un joueur épanoui qui est prêt à se sacrifier, qui a été utilisé à plusieurs postes, plusieurs positions, plusieurs rôles différents. Il répond présent à chaque fois, à la fois dans sa couverture de terrain, dans sa manière d'organiser le jeu. On sait que c'est un joueur qui permet à la défense d'être énormément soulagé. Il peut avoir ce rôle-là également en équipe de France. Maintenant, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il est rentré, c'est un joueur qui, déjà, premièrement, n'a pas la confiance. Excuse-moi, Quentin, ça va, Bruce? C'est le pollen. Je pensais que tu étais en train de bailler. C'est pour ça. Pollen. Il essaie tranquillement, Bruce, avec le pollen depuis J'ai eu peur. Ça n'arrête pas. Oui, c'est la période. Non. Désolé, non, il n'y a pas de souci. C'est vrai que Camavinga, déjà, on sait que dans le football, il y a la confiance qui va avoir un impact important. Et Deschamps, aujourd'hui, n'a pas une confiance gigantesque en Eduardo Camavinga. Et le joueur le lui rend plutôt bien. On sent qu'il est un petit peu plus bridé sur le terrain. Après, c'est vrai que quand il fait des entrées, est-ce qu'il répond également présent? Est-ce qu'il répond aux attentes? Que ce soit sa faute ou non, on voit, moi je me rappelle du match face à la Pologne, quand il rentre, il glisse 3, 4, 5 fois sur le terrain. Et ce sont des interventions qui peuvent coûter cher. Alors s'il glisse sur le terrain, c'est évidemment pas sa faute. C'est peut-être la faute des crampons plutôt, mais pour autant, des chances qu'il va retenir de tout ça, c'est qu'il a un garçon qui n'a pas eu un apport dingue et un garçon qui aurait même pu lui coûter cher. Et c'est ça qu'on va retenir au final. Donc non, Camavinga... Évidemment que si on trouve le Camavinga du Real Madrid, ça peut devenir un titulaire incontestable en équipe de France, qui aujourd'hui n'est pas le cas. Maintenant, sur un match phare comme ça, un quart de finale d'Euro, oui, moi je me range du côté des Deschamps et j'ai une préférence peut-être pour Eduardo Camavinga plutôt que vers Youssouf Fofana, parce que Camavinga a prouvé au très très haut niveau, là où Fofana est un excellent joueur, et ça, on l'attend encore. On n'a pas de débat là-dessus. Mais Fofana, c'est un joueur de l'AS Monaco, pendant que Camavinga, lui, vient de remporter une Ligue des Champions où il était titulaire dans des matchs ultra importants. Donc dans des matchs de haut niveau où tu n'as pas le droit de passer à côté, tu n'as pas le droit de te tromper sur une passe, sur une intervention. J'aurais une préférence également pour Eduardo Camavinga. Ouais, alors il y en a beaucoup. Oui, vas-y, Pipion, vas-y. Non, mais après, c'est vrai que pour compléter ce qu'a dit Kanto sur le rôle défensif, forcément, avoir ce joueur qui est habitué à avoir ce type de tâche pour compenser Mbappé dans le couloir, pour aider Théo. En face, il devrait avoir Bernardo, et il avait plutôt bien cerné, je trouve, sur la double confrontation en Ligue des Champions. Donc, je pense que ça peut pas mal aider d'avoir ce type de joueur, qui va tout simplement participer à l'effort de guerre défensif qu'apprécie tant le sélectionneur. Ok. Alors, les amis, on va conclure avec l'attaque. Alors,
Pour l'instant, si on regarde la compo, est-ce qu'on peut remettre la compo probable? Je crois que c'est Thuram, hein, voilà, qui partirait pour être titulaire. Ça a parlé un petit peu de Randal Kolo Muani, hein, qui est entré contre la Belgique et qui a contribué à qualifier l'équipe de France. On sait que c'est un joueur que Didier Deschamps affectionne particulièrement. Maintenant, il a aussi ce profil qui est pas mal quand il sort du banc. On le sait tous, hein, il peut apporter quelque chose dans les fins de match. Est-ce que Bruce, si ça va mieux, est-ce que c'est une option à considérer en tant que titulaire, en tout cas dans ce match? En tant que joker, je trouve que c'est pas mal parce que c'est pas la première fois qu'il nous fait du bien en rentrant, même si tout n'est pas parfait, mais il a quand même ce truc où il va être décisif. On l'a déjà vu en finale de Coupe du Monde, là, on l'a vu la dernière fois, même si c'est une frappe manquée, ce que tu veux. Bon, il a le mérite d'être dans la bonne zone et d'apporter le but, hein. On va pas lui enlever ça. Donc c'est vrai qu'il a. Moi, je l'aime bien entre guillemets dans ce rôle titulaire. Kolo Muani, je suis pas sûr. Mais dans ce rôle, vas-y, où il rentre avec lui, on sait jamais. Jusqu'à maintenant, ça nous a plutôt porté chance, on va dire, hein, même si bien sûr, on n'est pas toujours convaincu des qualités à ce niveau-là de Kolo Muani. Mais après, l'autre problème, c'est que de toute façon, il y a personne devant qui te donne satisfaction. Thuram, bon, on a compris qu'il court beaucoup. Il a eu quelques situations, notamment de la tête la dernière fois. C'est dommage, il a manqué un peu de justesse, mais il a de bonnes têtes, notamment à essayer de mettre au fond. Et le truc, c'est qu'on a compris que Giroud, de toute façon, il jouera des quelques minutes par-ci par-là, mais on compte absolument pas sur lui. Donc, en soi, c'est pour ça que je dis depuis le début, sa liste est un peu bizarre à Deschamps, parce que prendre autant de d'ailiers pour au final faire jouer Griezmann ailier et prendre si peu d'attaquants de pointe, pour moi, il y en a qu'un à la base pur, c'est Giroud, tu vois, et de pas en avoir pris un autre. Enfin voilà, c'est une compo où pour moi tu es censé jouer avec deux purs ailiers et c'est pas le cas, là on le voit ces derniers temps, donc je pense qu'il y a peut-être eu une petite erreur de casting parce que un pur neuf en plus aurait pu nous faire du bien, je pense. Ouais, c'est une possibilité. Bon bah les amis, on va refermer ce point bleu et on en reparlera de toute façon de l'équipe de France tout à l'heure puisqu'on fera notre preview France-Portugal, hein. On essaiera d'analyser du coup avec les éléments portugais, ce sera intéressant. On va maintenant passer à notre bilan des huitièmes. Alors le bilan c'est très simple, hein, comme je vous l'ai dit en introduction, MVP, flop, surprise et 11 types de la phase de groupe. Alors parfois, je sais que certains ont fait les mêmes choix, donc on essaiera de mutualiser. Et d'autres fois, certains ont fait des choix un petit peu plus propres. Donc on va voir quels sont vos arguments pour défendre vos récompenses. Alors, on va commencer avec le MVP. Donc là, il y a un joueur et une nation. Bruce, c'est toi qui vas commencer. Toi, tu t'es dirigé du côté de l'Espagne. Ouais, est-ce que ça peut... Tu t'en souviens ou pas? Normalement, j'ai mis Rodri, je crois. Ça va alors, ça va. Non, j'ai mis Rodri, évidemment. J'ai hésité avec pas mal de joueurs, mais lui, c'est vraiment un joueur qui est pas comme les autres, parce que voilà, on connaît son rôle, le meilleur joueur au monde à son poste, l'un des tout meilleurs joueurs au monde tout court. Parce qu'il faut le dire, c'est un des plus impactants. C'est un mec que ce soit en club ou en sélection, il perd jamais. Et encore une fois, au-delà de son rôle de taulier et tout ce qu'il est capable de faire sur le terrain, il rassure tout le monde autour, il a ce truc d'être capable de remettre l'équipe à l'endroit grâce à un but important ou quelque chose. Et on l'a encore vu contre la Géorgie. Donc voilà, c'est... Enfin, je veux bien qu'à chaque fois on mette les attaquants, c'est les meilleurs. Tu sais, quand on parle des meilleurs joueurs au monde, on parle toujours des attaquants. Pour moi, ce mec-là, il est top 3, top 4 des meilleurs joueurs au monde déjà depuis quelques temps, parce que c'est typiquement le genre de mec qui te change une équipe à lui tout seul. Il est juste trop fort et comme je l'ai dit, en plus de son rôle, il est capable de mettre des buts ultra importants. Voilà, le truc des grands joueurs. Donc moi, j'ai un immense respect pour Rodri, bon, comme tout le monde, mais je pense que oui, c'est même podium des meilleurs joueurs au monde depuis quelques temps. Voilà, moi, je trouve ça un monstre absolu, ce mec-là. Bon, ça va, n'en fais pas trop, c'est juste le bilan des huitièmes. Merci Bruce, merci. Ah oui, non, mais... Non, mais t'es pas obligé de... C'est bon, on a compris. Espagne. Irais-tu H24 ou... Mais non, mais là t'en as parlé comme si on était au Ballon d'Or, en fait. Calme-toi, c'est les huitièmes, là. On parle de un match. Ça va. Otto. L'Espagne, du coup, Bruce. MVP. Ah, j'enchaîne aussi. Ouais, t'enchaînes. J'ai mis quoi? Non, c'est quoi? Ah, la meilleure équipe, oui. La meilleure équipe, du coup. Ouais, MVP. Ouais, alors l'adversité, c'est sûr que bon, j'aurais pu faire un autre choix par rapport à l'adversité, parce que c'est sûr que l'Espagne, c'était censé être bien au-dessus de la Géorgie, donc on n'a pas été surpris là-dessus, mais quand même, l'Espagne, c'est la plus belle équipe en ce début de compétition. Ils l'ont prouvé là sur ce 8e une nouvelle fois, parce que même quand ils étaient menés,
t'as jamais tremblé pour eux, tu sens qu'ils sont sûrs d'eux, ils savent qu'ils vont se créer beaucoup d'occasions et donc ils vont marquer forcément des buts. Donc voilà, c'est l'équipe la plus cohérente de ce début de compétition et pour moi ça s'est confirmé notamment aussi sur ce huitième de finale. Le danger peut venir partout, des milieux de terrain, on le voit avec Fabien Ruiz depuis le début de la compète, de Rodri, les deux jeunes sur les côtés qui font très mal aussi, bref tout le monde remplit son rôle, donc assez fan de ce que propose l'Espagne. Parfait. Non, mais c'est sûr que l'Espagne, je pense qu'on retrouvera pas mal de joueurs espagnols dans nos 11 types. Hein. Ils ont impressionné. Alors, Scipion et Kanto, vous avez le même MVP. Vous avez exactement le même. D'ailleurs, c'est un gardien. Et ce joueur, c'est Diogo Costa. Qui a envie le plus de le défendre? Qui a des arguments qu'il a envie absolument de donner par rapport à Diogo Costa? Écoute, les arguments, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en parler 1000 ans. Il y a un face-à-face qui permet au Portugal d'être encore dans cette compétition face à Benjamin Sesko. Il y a une séance de tir au but où ça en frappe 3, il en sort 3. À la limite que ce soit 3 pénaltys ratés parce qu'il y en a un ou deux qui ne sont pas cadrés. Mais là, c'est 3 parades. En plus, bon, même s'ils ne sont pas tous parfaitement tirés, ils ne sont quand même pas tirés de manière dégueulasse. Il va les chercher. C'est un gardien qui a été remis en question avant l'Euro par rapport à son réel niveau. C'est un gardien qui à l'époque avait été très vite mis très haut sur un piédestal comme étant un des futurs meilleurs gardiens du monde avant que certains ne commencent un peu à déchanter. Moi j'ai vu pas mal de critiques sur les réseaux sociaux ces derniers mois vis-à-vis de la progression et de la marge de progression de Diogo Costa et là c'est vrai que sur ce match-là, au-delà de ses interventions, il fait le match parfait, il gagne ses duels. On sait que c'est pas évident dans des matchs comme ça où le gardien est spectateur finalement du match quasiment tout le temps parce qu'il y a assez peu d'interventions avec des Slovènes qui jouent très bas et des Portugais qui n'arrivent pas à marquer. Il a eu quelques interventions dans le jeu et des interventions très précieuses et il a su remporter ses duels et cette séance de tir au but aussi parfaite, clean sheet à la fin du match. Non, il n'y a pas grand chose à dire de plus pour Diogo Costa. Ouais, Scipion, qu'est-ce que tu rajouterais toi? Non, c'est très très juste et c'est un peu comme Mike Maignan, t'as pas beaucoup d'opportunités à sortir, hormis évidemment à séance de tir au but et t'as un arrêt à faire sur les 120 minutes et il le fait de manière admirable et voilà, je pense que le Portugal a enfin trouvé un digne successeur à ses précédents grands gardiens, à quelqu'un qui rassure, quelqu'un qui est déterminant et honnêtement sa séance de tir au but, on a senti directement qui était le patron et pourtant il y avait Oblak en face de lui quand il avait déjà sorti quelques minutes avant. Ouais. Scipion, on reste avec toi. Toi, ton MVP nation, c'est la Suisse. Ouais, j'ai mis la Suisse. Alors évidemment, l'Espagne a été, je pense, la plus impressionnante, mais voilà, dans ces duels, on va dire peut-être un tout petit peu 50-50. J'attendais de voir ce que pouvait donner la Suisse face à l'Italie. En fait, ils ont déroulé un petit peu comme en phase de groupe, avec leur jeu séduisant, avec leurs intentions entre les lignes, avec les individualités qui prennent des risques, avec des positionnements super intéressants. Enfin voilà, il y a tellement de qualité dans cette équipe suisse que voilà, j'ai vraiment hâte d'être à samedi pour voir ce que ça va donner contre ton équipe Braque l'Angleterre, histoire de voir si la bande à Chaka peut sortir, mais ouais, t'as un Akanji qui est taille patron, t'as un Abichir qui se révèle, t'as Endoy qui fait des déplacements super intéressants, t'as vraiment énormément de qualité pour un petit peu comme Diogo Costa, t'avais un sélectionneur Yakin qui était décrié avant le début de la compétition, et là c'est limite, pour moi, depuis que je suis le foot, c'est la Suisse la plus séduisante de l'histoire de ce que j'ai pu voir dans les compétitions, donc j'ai envie que ça dure. Ouais, c'est ce que je disais, moi j'étais au Winamax FC là tout à l'heure, et c'est ce que je disais la Suisse, moi j'ai l'habitude de les voir en grande compétition, et j'ai l'habitude de les voir un peu comme l'équipe relou, faut les passer, c'est souvent des matchs nuls, mais tu sais en même temps que ça ira pas plus loin que les huitièmes, les quarts, et pourtant cette année, quand on regarde cet Euro, ce qu'ils proposent, t'as la sensation que si les planètes sont bien alignées, elles ont l'air de l'être, cette équipe, elle peut faire un parcours, quoi. Elle peut, pourquoi pas taper une demi, pourquoi pas taper une finale. Enfin, je veux dire, avec ce qu'on voit, je trouve que c'est une des plus belles équipes de cet Euro. Kanto, toi, t'as choisi les Pays-Bas, du coup. Oui. On va quand même relativiser parce que c'est vrai qu'au niveau de l'adversité, c'était peut-être un petit peu moins impressionnant. Faible des huitièmes, ouais. Voilà, mais t'as quand même choisi les Pays-Bas. J'ai quand même choisi les Pays-Bas parce qu'une équipe qui a été très critiquée lors de sa phase de poule. On a beaucoup critiqué l'équipe de France, les Pays-Bas. On a beaucoup encensé l'Autriche. Aujourd'hui, l'Autriche est la seule équipe de ces trois qui n'est pas présente en quart de finale. L'équipe de France y est, et les Pays-Bas également. Critiqué pourquoi? Parce que incapacité à venir se montrer dangereux. Critiqué pourquoi? Parce qu'on a eu un match très tactique face à l'équipe de France où on a eu le sentiment que cette équipe des Pays-Bas, le 0-0 leur allait très bien. Et puis derrière, s'ils jouaient pour la première ou pour la troisième place, peu importe à vrai dire, ils se retrouvaient dans la bonne partie de tableau. Donc finalement, des Pays-Bas qui ont mené leur barque de manière assez sereine
les voilà qui répondent présents face à des Roumains qui certes étaient une équipe faible. J'avais déjà pointé du doigt ce fait-là parce qu'ils avaient gagné face à une équipe d'Ukraine qui n'était pas du tout dans leur match lors de l'entrée dans le tournoi. Puis derrière, on a retrouvé une équipe roumaine face à la Slovaquie où le match nul a rangé un petit peu tout le monde. Donc pour moi, c'était un match déséquilibré, mais encore faut-il arriver à le gagner. Et parce que quand on parlait d'Autriche-Turquie, on parlait peut-être d'un certain match déséquilibré également. Et finalement, on a vu que ça n'était pas tant que ça. Donc non, moi j'ai mis cette équipe des Pays-Bas. Pourquoi ? Parce que marquer 3 buts, avec un but refusé, avec beaucoup d'occasions ratées également, la facture aurait pu être plus lourde. Et on sait que peu importe, grosse nation, petite nation, quand on joue un match à élimination directe dans une compétition, que ce soit un Euro, une Copa, une CAN, une Coupe du Monde ou peu importe la compétition, c'est jamais évident d'aller la gagner. Et ce match-là, voilà, ils l'ont très bien géré, ils l'ont très bien emmené. Et en plus, on a vu du spectacle offensif. Donc une équipe séduisante qui peut maintenant espérer à un gros parcours. Ouais, qui a peut-être même lancé sa compétition après ce match-là. À voir, hein. On parle d'une montée en puissance pour les Pays-Bas. À voir si ça se confirme sur l'écart. Alors, moi, j'ai choisi en MVP. Je vais faire vite, comme ça, on va pas perdre de temps. Schlotterbeck en joueur, parce que j'ai beaucoup aimé son match. J'ai beaucoup aimé l'implication qu'il a eue dans cette partie. Il y a eu une erreur qui aurait pu coûter très très cher à l'Allemagne, mais moi, je mets ça sous le compte d'un excès de motivation. Je sais pas, je l'ai senti tellement impliqué, tellement à fond dans ce match que ouais, parfois ça arrive, tu vois, t'as tellement trop d'énergie que ça t'amène à faire quelques petites boulettes. Mais sinon, au-delà de ça, moi j'ai trouvé que il crevait l'écran ce soir-là. Et pour le MVP Nation, c'est un peu comme Scipion. Moi j'ai choisi la Suisse. C'est l'équipe que je trouve la plus intéressante à voir évoluer. Intéressante parce que en fait, j'ai l'impression qu'elle a des arguments pour être peut-être aussi forte que les tout meilleurs de cet Euro. Alors, au niveau des individualités, évidemment qu'elle n'a pas les joueurs qu'a l'Espagne, elle n'a pas les joueurs qu'a l'Allemagne, ni même la France ou le Portugal. Mais dans le jeu qui est pratiqué, dans la maîtrise de ce qu'elle fait, moi, je trouve que c'est très, très fort. T'as sorti l'Italie. En plus, c'est peut-être pas la meilleure Italie de l'histoire, mais en tout cas, ça reste quand même quelque chose à souligner. Et tu sors pas l'Italie comme ça, quoi. Donc honnêtement, la Suisse, hâte de voir la suite. Et franchement, s'ils arrivent à aller loin, je vais peut-être troquer mon maillot de supporter anglais. Hein. C'est pas impossible. Messieurs, on va maintenant passer au flop de la compétition. Bruce avait commencé. Cette fois-ci, on va commencer avec notre ami Kanto, qui part sur un Autrichien pour le flop en joueur. Exactement, j'ai mis mon petit chouchou, hein. J'ai mis Christian Baumgartner. Pourquoi flop ? Parce qu'en fait il fait un super match en termes d'activité, il se montre proactif, il est dangereux, il est dans tous les bons coups pour les Autrichiens. Une frappe croisée dès le début du match, derrière cette intervention au second poteau où il est bousculé, il n'arrive pas à marquer, derrière il a encore une autre énorme occasion dans la surface de réparation, il y a cette tête également en toute fin de rencontre. Baumgartner a été vraiment le facteur X de cette équipe autrichienne. Il a su se mettre en évidence avec beaucoup de déchets, mais c'est ça aussi quand on a un joueur qui essaye de beaucoup créer, de beaucoup jouer vers l'avant. Donc quand je le mets en flop, c'est pas par rapport à son match, parce que son match est globalement de bonne facture, mais c'est par rapport à la réussite, parce que c'est le joueur autrichien qui a eu le plus d'occasions avec Arnautovic. Mais les deux ont été un duo catastrophique devant les cages et dans la finition. Et aujourd'hui, ces Autrichiens-là ont été encensés, comme j'ai dit tout à l'heure, et j'avais déjà mis une petite réserve. Attention, parce que les Autrichiens, on nous les vend comme presque le favori de cette partie de tableau, sauf qu'on parle d'une équipe qui n'a pas non plus pratiqué un football Joga Bonito face à l'équipe de France. Et attention, parce qu'ils peuvent rapidement retomber dans leur travers. Alors évidemment qu'ils ont été au-dessus des Turcs dans le jeu, évidemment qu'ils ont eu beaucoup plus d'occasions. On rappelle que les Turcs marquent 2 buts sur corner avec ce doublé de Demiral, et qu'en face, ça a beaucoup vendangé. Donc je suis pas en train de remettre en question la qualité à jouer au foot et la capacité à jouer de cette équipe autrichienne, mais attention quand même à ne pas les prendre pour les tueurs qu'ils ne sont pas. Et finalement c'est ce qu'on a vu sur ce match-là, et notamment à travers cet élément qui est Christian Baumgartner qui tout simplement et son match est assez révélateur, très bon, mais devant le but manque de finition, et c'est ce qu'on va retenir de cette Autriche. Bon match au global, mais manque de finition, et tu rentres à la maison. Ouais, dommage. Dommage. Bruce, on part avec toi maintenant sur ton flop, et c'est un joueur anglais, et j'ai envie de dire mérité. Hein. Ouais, je suis parti sur Walker. Alors, il y en a d'autres, ça aurait pu aussi être d'autres joueurs, mais c'est vrai que Walker, il symbolise bien ça pour moi. On sait qu'il y a des joueurs qui donnent cette impression d'être cramés dans cette compétition, peut-être des joueurs qui ont fait énormément de matchs en club, et
Et Walker, pour moi, symbolise bien ça, parce que normalement, physiquement, c'est une bête, et en 1 contre 1, c'est quasi impossible de le déposer, ou en tout cas de faire des différences face à lui. Et moi, je le vois vraiment emprunté. Donc voilà, il y a l'image de l'équipe anglaise, où même au bout d'une demi-heure, ou même un peu plus tard dans le match, t'as l'impression, les mecs, ils sont cuits, quoi. Donc voilà, il y a un déficit physique, et c'est vrai que Walker, par exemple, je le reconnais pas, parce que quand il est bien, normalement, c'est le meilleur défensivement avec Carvajal, latéral droit, et c'est vrai que autant, bon, Carvajal, il fait du Carvajal, là, il n'y a pas de souci, mais Walker, bon, comme je l'ai dit, comme d'autres Anglais, à la rue, et je pense que c'est en grande partie dû à son physique. Après, il prend de l'âge petit à petit, hein, mais en si peu de Il a temps... encore du temps, hein. Ouais, c'est surtout quand tu le vois avec City et tout, hein, c'est Ouais. encore, t'as pas l'impression qu'il baisse physiquement spécialement, mais en tout cas, sur cette compétition... je le sens beaucoup plus emprunté, ouais. Scipion, toi, ton flop, c'est Walker aussi. Ouais, exactement. J'ai le même que Bruce, parce que au-delà du fait d'être cramé physiquement, je crois qu'il avait vraiment un apport assez nul dans son couloir. Il y avait notamment cette première action contre la Serbie où il décale Saka pour le but de Bellingham. Et depuis, j'ai vraiment pas retrouvé un Kyle Walker qui, au-delà d'être un formidable contre-attaquant, a aussi cet apport dans le jeu. Donc, il est en train de souffrir aussi du Southgate Ball, qui est en train de parasiter petit à petit tous les joueurs et qui finissent par être à la fois cramés et à la fois désastreux sur le terrain. Donc, c'est forcément inquiétant pour la suite de l'Angleterre. Moi, j'ai choisi en flop aussi un joueur anglais. Et attention, hein, parce que oui, certes, il a mis un but incroyable, mais pour moi, le flop, c'est Bellingham. Parce que j'ai pas envie, en fait, que son but l'exonère de sa prestation. J'ai pas envie qu'on pense que parce qu'il a mis un but légendaire, que le joueur, il est extraordinaire. Donc oui, je mets Jude Bellingham. Franchement, il mérite. En fait, je trouve qu'il ne mérite pas toutes les éloges qu'il a reçues après avoir mis ce but. Certes, le but, il est beau. Certes, le but, il permet à sa nation de passer. Certes, le but, il permet à sa nation d'éviter un vrai naufrage. Mais je suis désolé, son match, il est catastrophique. Pour un joueur de son calibre, on peut me parler de physique, on peut me parler de fatigue, on peut me parler de plein de choses. Je suis désolé. Même si tu es fatigué, tu dois te montrer un petit peu plus. T'aspires à devenir un des meilleurs joueurs du monde. T'aspires à même gagner des ballons d'or. Moi, je suis désolé. Imagine, il met pas ce but. Qu'est-ce qu'on aurait dit ? Voilà, moi je le dis. Donc, but de fou, mais prestation éclatée. Voilà, donc, Tu peux répondre un peu, Braque ? Tu peux. La vérité, tu peux. Je suis d'accord et pas d'accord. Alors, je suis d'accord sur l'ensemble de son Euro. Pour le moment, il est décevant. Voilà, à l'image de beaucoup de joueurs anglais. Et même, ça fait déjà quelques mois, et je trouvais sa fin avec le Real. Il éclatait son Euro. Mais oui, c'est clair. Il était fatigué, il était moins bien. Après, la Braque, là où je suis pas d'accord, c'est que dans une équipe qui est claquée, où il n'y a pas de jeu... Oui, c'est vrai. Quand même lui qui va te sauver l'équipe, tu vois, alors qu'on s'y attendait plus à ce moment-là. Donc, mettre en flop quand même le sauveur d'un pays, je veux dire, il y a beaucoup de joueurs, et notamment des joueurs dont on parle beaucoup, qui apparemment sont des cracks absolus, qui ont fait des matchs bien plus éclatés et qui, eux, n'ont pas été décisifs. Alors que lui, Bellingham, il permet quand même à son pays de rester en vie et de se qualifier derrière. Donc, t'es quand même un peu dur, Braque. Tu parles de qui ? Oh, il y a d'autres joueurs, hein. Tu peux faire aller chez d'autres grosses équipes, hein, et même une équipe chez nous, par exemple. Hein, d'accord, ok. Bon, dans ces cas-là, non, mais si Bellingham, c'est un flop, tu pouvais mettre Kicks, par exemple, c'est ça que je veux te dire. Non, mais autant aller au bout des choses, quoi. Non, on parle d'un mec qui sauve son pays, qui fait un match pas ouf et dans une équipe claquée. Bon, nous, on se qualifie, mais bon, voilà, quoi. Non, mais c'est la vérité, c'est la vérité. Et tu pouvais partir sur Kane, par exemple. T'avais pas un autre exemple que Kicks ? Non, mais tu pouvais partir sur Kane, tu pouvais partir sur Cristiano. Il y a plein de joueurs là où t'aurais, pour moi, pu mettre en flop. Mais je trouve que Bellingham, quand même, bon, il te met un but qui sort d'ailleurs et il sauve son pays, c'est un peu dur. Désolé, mais c'est comme ça. Messieurs, vous avez tous le même flop en nation. Alors, c'est Bruce qui va en parler. C'est l'Italie, à moins que Scipion et Kanto, vous ayez envie de rajouter un truc. Hein, mais Bruce, on va te laisser parler de l'Italie. Mais bon, c'est un flop logique. Hein. Non, si tu veux, vas-y, je vais changer. Parce que moi, je voulais mettre la Belgique. J'ai hésité. Tu vas changer ? Vu que tout le monde a mis l'Italie, parler de l'Italie et je parlerai de la Belgique, si vous voulez. Il a changé De Bruyne alors, hein, du coup. Non, mais comme ça permet de parler d'autres équipes. Ok, alors tu sais ce qu'on fait, on bifurque sur Scipion et Kanto et après on te redonne la main pour la Belgique. Du coup, Kanto, je te sentais inspiré là. Ouais, parce que déçu parce que cette entrée en lice face à l'Albanie avait montré quand même que cette équipe italienne avait quelque chose à jouer dans cette compétition et
Et derrière, il y a ces matchs face à l'Espagne et la Croatie qui nous laissaient vraiment un pressentiment assez négatif avant d'aborder ce 8e de finale face à la Suisse. Et c'est ce qu'on a vu sur le terrain. Alors, en termes de flop, et pour ne pas être trop dur avec cette équipe-là, au-delà même du jeu et de la prestation collective qui est ratée par les Italiens, il y a le coaching de Luciano Spalletti qui a été assez mauvais. Il n'a pas su trouver la bonne formule, autant en termes de composition d'équipe, de dispositif que de choix de joueurs. Il y a des joueurs qu'on attendait, comme Scamacca par exemple, qui passent complètement à côté de la compétition. Des leaders comme Di Marco par exemple également qui au final ne sont même plus titulaires indiscutables dans cette équipe italienne. Et surtout moi ce qui m'a le plus marqué, c'est le manque d'envie, c'est le manque de combativité de ces joueurs. On est en train de jouer un 8e de finale d'Euro, une compétition internationale. On est en train de parler d'une équipe qui a gagné le dernier Euro, qui est là pour défendre son titre. On parle d'une équipe qui, depuis ces dernières années, rate des compétitions, rate des Coupes du Monde. Il faut arriver quand même à satisfaire, à soutenir ce peuple italien, qui est un peuple amoureux de foot, un peuple qui est complètement dingue de foot. Et derrière, on a des joueurs qui ne se battent pas sur le terrain et qui donnent un sentiment presque d'en avoir rien à faire, d'être en train d'être malmenés par un pays voisin comme la Suisse. Et c'est ça, moi, qui me marque le plus. C'est que si les choix de Spalletti ne sont pas bons, mais au moins qu'il y ait une certaine forme de combativité de la part des joueurs. Si les joueurs alignés ne sont pas les meilleurs et que tu dois te battre avec tes armes, d'accord, c'est un fait. Mais par contre, il faut se battre. Et là, j'ai trouvé que les Italiens étaient complètement à côté de leurs chaussettes, n'avaient pas envie tout simplement de défendre les chances, de représenter les couleurs de leur pays. Voilà. Et moi, c'est ça qui m'a fait mal quand j'ai vu cette équipe italienne dans cet état-là. C'est de voir des joueurs qui n'avaient presque rien à foutre dans le 8e d'Euro. J'avoue qu'elle craque. Prends attention quand on va, parce que là j'ai l'impression que ça t'a réveillé d'un coup là. Oh, putain, il était chaud. Pipion, toi, oui, t'avais choisi l'Italie aussi. Non, mais le constat du camarade Canto est éloquent. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Au-delà d'une motivation, surtout le niveau catastrophique de certains joueurs. Et encore une fois, je me répète, mais Mancini, Cristante, ça doit rester sur la Serie A commenté par Pippo Jeunin et ça doit jamais aller en sélection italienne. Au bout d'un moment, il faut qu'on soit lucide sur le niveau de ces garçons-là. Voilà, Greg Pessé. Au-delà, on adore ce duo de commentateurs qui fait évidemment vivre la Serie A. Mais j'ai ciblé les Romains, mais il y en a d'autres évidemment qui n'ont pas du tout le niveau de cette squadra azzurra-là. Il faut vraiment, comme on l'avait dit avec Elvin l'autre jour, c'est que les dirigeants du foot italien se regardent enfin dans une glace et qu'ils ils décident de mesures concrètes pour sauver ce foot italien. Parce que oui, il y a eu l'Euro 2021 et j'ai l'impression que c'est l'exception qui confirme la règle, à savoir une équipe qui rate des Coupes du Monde, qui fait des Euros insipides. Il y a eu cette embellie et tant mieux pour eux, mais sinon si tu t'arrêtes sur la globalité, le foot italien va quand même dans le mur, quoi. Ouais, pour l'instant c'est pas fou. Bruce, alors du coup tu vas nous parler de la Belgique, hein. Ouais, bon, l'Italie. Tout n'a pas déjà été dit. Ce qui a été dit, le truc, c'est que l'Italie, bon, il y a pas mal de limites offensives notamment, et même en termes de qualité, je pense, au final, avec un peu de recul. Or que la Belgique, je veux bien qu'il y ait quelques limites, mais quand même, quand t'as du Openda, du Lukaku, quand t'as du De Bruyne, quand t'as Doku, t'as Onana et tout au milieu, enfin Tielemans, quand il joue, t'as quand même de la qualité. Donc pour moi, qui est bien supérieur à l'Italie. Et c'est vrai que ce qu'ils ont pondu sur ce match-là, alors il y a les choix du coach qui font que aussi, mais avoir autant de qualité et se contenter de juste balancer devant au petit bonheur la chance en profondeur ou en espérant que Lukaku gagne les duels, je suis désolé, c'est juste honteux. Donc la Belgique, grosse déception, parce que oui, on s'attendait pas à une équipe de fous furieux. Pour moi, ils étaient peut-être deuxième chapeau dans cet Euro, mais quand tu vois la qualité au milieu et offensivement, je veux dire produire ça et refuser entre guillemets le jeu et se contenter de ça, pour moi c'est juste honteux. Donc c'est pour ça que la Belgique, et à l'image aussi du dernier match de poule où ils avaient été sifflés à la fin par leurs propres supporters, honnêtement l'état d'esprit, enfin je sais pas comment tu peux pondre des matchs comme ça avec des joueurs comme ça. Je préfère personnellement, si j'étais supporter de la Belgique ou ce que tu veux, je préférerais perdre mais en essayant de proposer autre chose, tu vois, plutôt que de gagner entre guillemets salement ou en étant petit bras. Donc moi je trouve qu'avoir des joueurs comme ça, c'est juste honteux, voilà, de faire ça. Passons maintenant, messieurs, à la surprise de ces huitièmes. Pareil, un joueur, une nation, et on va commencer avec toi, Scipion. Tu pars sur des Turcs, toi, Kadioglu. Enfin, tu pars sur un joueur turc, et puis la Turquie. Du coup, c'est cette équipe, toi, qui t'a le plus impressionné. Ouais, parce que surpris plutôt.
Ouais, parce que forcément c'était un gros test pour eux. Il y avait un match en amical où ils avaient perdu 6-1 contre cette équipe autrichienne et on devait peut-être un petit peu pondérer le groupe, voilà, contre la Géorgie où ça avait été assez ouvert. Ils avaient pris une tôle contre le Portugal et contre la République tchèque, ils avaient été aidés par un carton rouge. Donc en fait, le réel niveau de cette Turquie, je sais pas si on l'a encore, mais en tout cas sur l'état d'esprit, là pour eux, ils ont disputé un huitième de finale, il y a aucun doute là-dessus. Et forcément, à l'image de Kadioglu qui a fait un match plein en son couloir, qui a déboulé. Et pareil, comme c'est un joueur qu'on annonce voilà, notamment du côté soit de l'Angleterre, soit du Borussia Dortmund pour remplacer Madsen à Dortmund, je trouve que ce serait une super piste, donc je suis assez fan de ça. C'était un petit peu ce que je voulais jauger. Alors évidemment, dans le jeu, ils ont souffert. L'Autriche, l'a rappelé Kanto avec Baumgartner et compagnie, ils ont eu une multitude d'occasions, mais eux, ils ont tenu bon, ils ont été portés par ce supplément d'âme public, l'arrêt de Gunok à la fin, la patte gauche d'Arda Güler, le doublé de Demiral, tout ça. Mais je trouve que cette équipe turque, au-delà d'avoir du cœur, elle a quand même des belles vertus aussi, voilà, défensive. N'oublie pas que ce match-là, il est disputé sans Çalhanoğlu, leur capitaine des milieux de terrain emblématique. Donc je peux te dire que voilà, c'était quand même un gros test. Et je me dis, bon, évidemment, les Pays-Bas seront favoris, mais cette équipe turque qui, dans les précédentes compétitions, était un petit peu passée à côté, on se disait, c'est peut-être l'outsider et tout. Et l'Euro 2016, l'Euro 2021, ça a été bien insipide. Bah là, ils ont enfin su, presque à domicile, réussir ce statut et pouvoir nous séduire avec cette ferveur-là. Et là, les gars, vous m'aidez pas parce que tout le monde a une surprise différente. Kanto, toi, t'as Randal Kolo Muani, du coup. Ouais, j'ai mis Randal Kolo Muani parce que c'est lui qui permet de débloquer la situation dans ce joué beaucoup, Belgique. Hein T'as joué beaucoup, hein. Ah non, il n'a pas joué beaucoup et même dans le jeu, son apport n'a pas été brillantissime. Maintenant, on sait que c'est un joueur qui a vécu une saison ultra difficile, qui lors de ses dernières entrées avec l'équipe de France n'a pas été non plus. Donner soif l'autre. Et là, pourtant, il est arrivé dans ce match et il arrivait à débloquer la situation. Donc c'est pour ça que j'ai mis une surprise. Une surprise pour moi, c'est pas forcément une surprise parce qu'un joueur a réussi un match dingue. Sinon, ça serait tout simplement mon top. Là, une surprise simplement parce que c'est peut-être pas de ce joueur-là que j'attendais que l'équipe de France vienne à se qualifier. C'est comme si tu avais Maxime de Kuyper, par exemple, qui rentrait pour la Belgique et qui venait débloquer la situation. Bah, on s'attend pas à ce que ce soit lui. Bah, là, je m'attendais pas à ce que ce soit Randal Kolo Muani qui vienne débloquer la situation pour les Français. Pourtant, il y est arrivé avec de la réussite. On rappelle, c'est un but contre son camp de Vertonghen, mais c'est pour autant, c'est lui qui frappe, c'est lui qui amène le danger. Donc voilà pourquoi je l'ai mis en surprise tout simplement. Si c'était moi qui avais fait ça, je serais en train de me faire massacrer sur le chat. C'est ça qui est moche. C'est ça. Mais parce que tu sais très bien, si j'avais mis Kolo Muani là. Ah là, il s'est fait massacrer sur le chat. Mais massacrer gentiment, Bruce. Hein. Pourquoi ? Mais une surprise, ça veut dire quoi pour vous, une surprise ? Bon, chacun a sa définition. Toi, tu l'as défini à ta manière. Kolo Muani soit le sauveur de l'équipe de France là en huitième de finale. Vous attendez Enfin, moi, je m'attendais pas à ça. En fait, le truc, c'est que pour moi, oui, comme j'ai dit, il a le mérite machin, mais ça part pas d'un geste, tu vois. C'est un geste qui est un peu manqué et tout, mais il a le mérite d'être là, donc ça peut s'entendre. Comment tu l'expliquais hein, si vous voulez le chat, je mets un joueur slovène au pif et puis je mets Bijol. Voilà, Bijol, belle surprise. Il a tenu la baraque face au Portugal. Voilà, grand défenseur, c'est ma surprise parce que c'est un joueur que je suis depuis pas mal de temps. Alors voilà, je suis surpris qu'à moitié. Je vous dis la réalité, c'est que Randal Kolo Muani, pour moi, c'était pas un joueur qui pouvait faire une différence avec l'équipe de France là. Et il a continué à parfaire et à écrire sa belle histoire avec l'équipe de France. Donc merci Randal. Bah, tranquille. Bruce, je me permets parce que moi aussi c'est un joueur de l'équipe de France, donc comme ça fera pas doublon. Et puis après je te donne la parole. Moi c'est Jules Koundé parce que j'ai toujours eu quelques réserves avec lui et j'ai toujours eu ce problème de ce joueur qui joue à un poste qu'il affectionne pas totalement. Et pourtant là ça y est, on a la sensation qu'il est arrivé à la plénitude de ses moyens, en tout cas à ce poste de latéral, je parle bien sûr. Franchement, c'est beau ce qu'il arrive à faire. Deschamps, on sait que ça, c'est une de ses spécialités, faire jouer des joueurs à des postes auxquels ils ne sont pas prévus de base. Et moi, là, honnêtement, je suis agréablement surpris par ce que nous propose Jules Koundé dans cet Euro. Donc, je pense que... Et notamment offensivement sur ce match où la plupart du danger c'était par ses passes qui étaient plutôt précises et tout, donc là franchement incroyable. Ouais, zéro tracas avec Jules Koundé, je suis content pour lui, franchement je suis content pour lui et j'ai même l'impression qu'il commence à kiffer jouer à ce poste, donc au Barça il est pas mal à ce poste au Barça, c'est plus en équipe de France où on est tout le temps déçu, mais là c'est vrai qu'il est en train de nous sortir un Euro, avec Maignan et Saliba c'est top 3 des Français depuis le début de l'Euro, tout simplement. Bruce, tu es parti sur Demiral.
Ouais, je suis parti sur Demiral parce que sur les premiers matchs, il était pas titulaire. Et donc là, il est redevenu titulaire ces derniers temps. Et quand même, pour un défenseur, mettre 2 buts sur des coups de pied arrêtés, c'est quand même fort parce qu'un doublé, c'est quand même assez rare. Et au-delà, en plus du rôle défensif qu'il a eu, où ça a été solide. Donc oui, pour moi, je l'attendais pas sortir une prestation comme ça, surtout avec le début de compétition. Ça partait pas pour ça. Donc bah écoute, assez surpris, agréablement. Et voilà, bravo à lui. Après, Ouais. Mantakoro, si personne n'en a parlé, c'est par rapport à la célébration. Hein. Demiral, tu verras, moi, il est pas dans mon équipe type. Habituellement, il y serait 100%. Alors, je suis pas là pour faire de la politique, hein, et personne ne fait de la politique dans hors-jeu. Maintenant, quand j'ai lu des articles parler de cette célébration et que j'ai vite fait compris, alors voilà, je suis pas un grand historien et je connais pas très bien le pourquoi du comment de ce signe, mais quand j'ai vu voilà ce qu'il représentait un petit peu, bah, je pense qu'ici personne n'a trop envie de le mettre en avant non plus. Donc voilà, même si on fait pas de politique, c'est pour ça que Demiral n'est pas non plus mise en avant dans cette émission-là, bien que sa performance sur le terrain, elle, soit fantastique. J'ai rien compris, mais on va faire comme si tranquille. Hein, Si, parce j'ai pas que suivi. sa célébration, il y a eu des gestes, c'est vrai. Moi, j'avoue que je suis pas au courant de fou, mais Ah j'ai vu ouais, passer, je suis pas au j'ai vu courant moi non passer plus. des trucs un peu aussi En sur gros, voilà, Twitter où sa ça fait célébration, pour polémique, quoi. résumer dans de grandes lignes, parce que je suis pas du tout un Ouais, expert, ouais. mais il a fait une célébration qui représente un parti avec des Ok, idées, ok. voilà, avec des idées qui sont très contestables pour parler correctement. Donc voilà, vu que nous on fait pas de politique, on va pas en parler évidemment trop longtemps, mais Non, j'ai capté, j'ai voilà. capté. Ok. Très bien, très bien. Bah Bruce, on va rester sur Ouais. ta surprise en nation. Vous êtes 3 à avoir choisi la Turquie, donc bah à toi l'honneur pour ce coup-ci. Ouais, non, Turquie, parce que moi, j'ai trouvé décevant en phase de poule et notamment dans le jeu. Et moi, honnêtement, je les voyais pas se qualifier. Je pensais que l'Autriche allait les éliminer. Alors le match, tout n'a pas été simple, hein. Ils ont quand même souffert et à la fin, t'as cet arrêt de fou de Gunok notamment. Donc ça a été compliqué, mais il y a un bon état d'esprit. Je sais plus qui le disait. Je crois que c'était Pipi. En plus, il n'y avait pas de Chanaloglu sur un match comme ça, alors que c'est un taulier, tu vois. Et ils arrivent quand même à s'en sortir. Donc agréablement surpris par la Turquie parce que voilà, je les voyais se faire éliminer. Donc voilà, gros état d'esprit, ça a su tenir même en souffrant. Donc voilà, je les attendais pas en quart de finale. Bon, on va rester là sur la Turquie parce que Pipi on a déjà pas mal parlé, Kanto aussi un petit peu là. Je vous donne pardon, c'est quoi, ouais, ma surprise en nation. C'est la Slovaquie, hein, c'est toujours dans ce même esprit. Hein. Pour moi, la Slovaquie devait se retrouver là dans les quarts. Hein. Franchement, bah voilà, il y a eu ce geste. Ce geste romanesque, encore une fois, qui fait que cette équipe, elle sort. Mais moi, j'ai vu beaucoup de très, très belles individualités. J'ai vu une équipe qui a joué crânement sa chance, qui en plus a été protagoniste dans la rencontre. Donc en fait, j'avais un énorme pincement au cœur de les voir sauter, les Slovaques. Ils ont fait un bon Euro. Donc en vrai, oui, ils passent pas, mais encore une fois, quand tu parles de surprise, tu parles d'équipes auxquelles tu t'attendais pas forcément, et franchement, avec ce qu'ils ont proposé, non, c'était très beau. Donc vraiment dommage pour eux, et puis on en reparlera peut-être dans les 11. Messieurs, d'ailleurs, justement, passons aux 11. On est un petit peu en retard, donc on va essayer de faire ça comme d'habitude, hein, de manière assez simple, hein, sans trop traîner. Qui a envie d'y aller en premier, Scipion? T'es chaud? Allez, si tu veux. 11 des 8e de Pipion. Allez, on y va pour le 4-3-3 avec forcément Diogo Costa, mais si voilà, il y a eu Oblak, il y a eu Gunok, il y a eu Maignan qui ont été des très très belles références. J'ai choisi Koundé côté droit parce que il a livré son meilleur match en bleu. À ses côtés, Saliba qui a confirmé sa montée en puissance. Demiral, je le mets en double parce qu'évidemment il met un doublé, mais je pense que Kanto a eu raison de souligner pour son geste et notamment comme il a souligné, on sait même pas faire la politique, c'est sous le coup d'une enquête officielle, donc ça va même assez loin. Donc voilà, on peut en parler. Kadioglu qui m'a énormément plu dans son activité couloir gauche. Le milieu de terrain, après forcément il va y avoir une grosse consonance espagnole avec Fabian Ruiz
qui a eu un démarrage un petit peu timide contre la Géorgie, mais une fois que son équipe s'est mise en route, lui, il a été, comme à son habitude, dans cet Euro rayonnant. Rodri, taille patron derrière, frôleur, parce que avec Xhaka, voilà, ça contrôle bien. Puis j'ai adoré en fait son déplacement sur le but, c'est tout bête, hein, mais le but, il est vraiment génial avec cette manière de contrôler et de tromper Donnarumma. Et l'attaque, je triche un petit peu parce que voilà, je mets pas de pure avançante, mais Gakpo parce que c'est vraiment le meilleur néerlandais offensif et depuis pas mal de temps dans les grands tournois. Et puis la doublette espagnole qui fait encore rêver, Nico Williams, Yamal, avec sa qualité technique, sa vision de jeu, sa percussion, son audace, son enthousiasme. Ce duo-là, il fait beaucoup de bien, j'ai envie de dire, à 7 euros, parce que forcément, il y a eu quelques purges, mais aussi globalement au football, et forcément, ça me plaît beaucoup de voir l'Espagne évoluer dans le bon sens avec ces deux mômes-là. Je suis un peu déçu à Pipion. Hein. Je suis un peu déçu. Tu pensais qu'il y aurait qui ? Les mentions spéciales. Il y a toujours les mentions spéciales de Pipion. Attends, les mentions spéciales, je les avais fait sur le tweet et tout, mais en fait, ce que j'ai dit, c'est qu'à chaque fois que tu fais des mentions spéciales, il y a un mec qui va dire « Et lui, il est où ?» Ouais, mais en fait, c'est une équipe type, hein, c'est pas une équipe de foot américain, donc au bout d'un moment, il faut trancher. Mais évidemment, on a parlé d'Abisher, on a parlé de Reinders, petite dédicace à Bruges, j'ai bien aimé le match d'Avers, ce Scholterbeck que tu as très très bien souligné, avec Andy taille patron. Il y en a toujours, tu vois, des trucs et tout, mais voilà, une équipe type, faut trancher. Ok, très bien. Bruce, je te sens trop chaud. Trop chaud. Normal. Si, moi je te sens chaud. Moi. Ouais, grave, ouais. non, je te sens chaud, Bruce. Vas-y, dis-nous. Je pars sur la même charnière, le gardien aussi. Bon, on en a déjà parlé, donc je pense qu'on va pas en reparler. À gauche, j'ai mis Théo. Alors, j'ai un peu hésité parce que tout n'a peut-être pas été parfait, mais il y a quand même eu quelques retours, et notamment sur Carrasco qui est assez incroyable. Donc voilà. Koundé, comme tu l'as dit un peu plus tôt, le meilleur peut-être à son poste en ce début d'Euro, un des meilleurs en tout cas, et assez monstrueux, donc agréablement surpris. Rodri, j'en ai parlé tout à l'heure. Bon, j'ai triché un peu sur la compo, vous l'avez compris. Hein, normalement, Musiala était un peu plus haut, c'était une sorte de 4-2-3-1, mais Puano, il a retravaillé ça. Musiala qui fait du Musiala, un des meilleurs joueurs de l'Euro, tout simplement depuis le début. Fabian Ruiz, lui aussi, parti pour être peut-être meilleur joueur de l'Euro, qui continue d'être décisif en plus de ça, au-delà de son rôle au milieu, par la passe D sur Nico Williams qui est incroyable, son but aussi où il se comporte comme un œuf. Bon, Nico Williams qui est un monstre dans cet Euro aussi et qui est un super joueur, donc on verra si la saison prochaine il va bien rejoindre le Barça, mais ça peut être très intéressant. Et puis Gakpo qui, comme d'hab avec les Pays-Bas, c'est un autre joueur. Voilà, c'est lui qui décante souvent les situations. Et puis Vargas aussi, but, passe D, assez incroyable sur son match. Donc voilà. Ouais, il est beau. Ce 11, en plus, on voit des joueurs qu'on n'aurait peut-être pas vu ailleurs. Donc franchement, c'est trop bien. Kanto, laisse y aller. Allez, j'y vais. On y va et on part. Du coup, dans les cages, évidemment, Diogo Costa. Pour les raisons qu'on a évoquées précédemment avec Scipion, 3 pénaltys arrêtés, un face-à-face décisif face à Benjamin Sesko. Charnière centrale, Akanji qui fait un match dantesque avec la Suisse face à l'Italie et qui fait un Euro dantesque dans l'ensemble. J'ai mis Schlotterbeck pour l'ensemble de sa partition dans un 8e de finale pas évident face au Danemark. Surtout prendre la place à Jonathan Tah, c'est pas évident et il l'a fait plutôt très bien. Kadioglu qui est le joueur dont je suis tombé complètement fan depuis le début de l'Euro. Hein. C'est vraiment ma révélation. Donc il est dans quasiment toutes mes équipes types si on regarde un petit peu les replays. J'ai mis Karničnik, le latéral slovène qui avait déjà été très bon lors de la deuxième journée, si je dis pas de bêtises, et buteur avec les Slovènes et qui m'a plu encore dans son travail défensif et dans l'investissement qu'il a mis dans les quelques contre-attaques qu'on a essayé de faire côté slovène pour venir punir les Portugais. Poste de numéro 6, évidemment, tout le monde a mis Rodri et à juste titre, j'ai préféré mettre João Palhinha qui est pour moi d'ailleurs, il restera, peu importe les transferts qu'il va y avoir, le transfert marquant de ce mercato estival. Le Bayern Munich vient de recruter tout simplement le joueur qu'il leur fallait et c'est un des meilleurs joueurs à ce poste-là. Il peut changer complètement le visage d'une équipe et João Palhinha, voilà. Bravo à toi et merci monsieur pour cet Euro. Fabian Ruiz devant qui est tout simplement le Zidane Prime qu'il croit être. Milieu de terrain, j'ai hésité avec Reinders et Schouten. Bon, j'ai pris Schouten parce que je sais pas, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Je le connaissais pas hyper bien avant l'Euro, je vais pas vous mentir. Hein. Mais quand je vois ses prestations avec cette équipe des Pays-Bas, à chaque fois je trouve que c'est un joueur qui fait pas beaucoup de bruit mais qui dans la passe est toujours de qualité, qui a un impact physique également au milieu de terrain. Donc voilà. Nico Williams évidemment parce qu'il a fait danser les Géorgiens tout le long de cette rencontre avec un Vargas qui lui était également en furie dans ce 8e face à l'Italie, auteur d'ailleurs d'un but absolument magnifique, et Cody Gakpo qui est l'un des hommes tout simplement de ce 8e de finale. Et comme l'a dit Bruce, c'est pas le même joueur qu'en club. Là on a du Cody Gakpo qui peut mener tout simplement cette équipe des Pays-Bas au bout.
Ah, ce que j'aime bien avec tes 11 Kanto, c'est que parfois ils sont vraiment originaux, mais ils sont bien originaux, tu vois, ils ont un truc, tes 11. Il est original, pas. tu trouves? Ouais, je trouve un peu, ouais. Non, ça va, c'est que des joueurs plus ou moins qui sont dans la discussion. Ouais, dans la discussion, mais je suis sûr, par exemple, qu'il y en a qui pourraient figurer plus, tu vois, en défense, au milieu, il y a peut-être des mecs qui Non, seraient plus comme équipés. dit Schlotterberg, ça a été, franchement, quelqu'un qui l'aimait, tu peux rien dire, c'est costaud, Paligna, pareil. C'est quoi, c'est mon Karnichnik qui t'a plu? Je sais pas, ouais, non, mais je sais pas, par exemple, à la place de Paligna, on aurait pu mettre Rodri. Non, Paligna, c'est une machine de guerre. Non, mais je vais dire. Si les Slovènes ont quasiment pas passé le milieu de terrain, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y avait ce garçon aussi qui faisait un travail monstre. Ah ouais, bah tu vois, par exemple, à la place de Kadioglu, on aurait pu mettre Nuno Mendes, par exemple. On aurait pu mettre même Rudiger. Tu vois, il y a plein de joueurs, je trouve, qui auraient pu. Moi, je trouve que ton 11, il est original. Non, ouais, mais c'est pas possible de mettre quelqu'un à la place de Kadioglu parce que c'est le GOAT en fait. Ok, d'accord. Bon. Tu peux pas. Pas possible. D'accord. Bon, alors si moi. J'ai laissé qu'un joueur, ce serait Kadioglu, quoi. Ok. Moi, juste petit disclaimer, moi j'ai décidé de plus me prendre la tête pour les postes, c'est-à-dire que si y a un joueur que je voulais mettre, je le mets. Donc je me prends plus la tête en fait. C'est plus un problème ça, les histoires de postes. Il y a des joueurs que j'avais envie de mettre, donc en fait j'ai dû faire des choix et j'ai dû retravailler l'équipe pour pouvoir les faire rentrer. En fait, hein, non mais vraiment, je vous jure. Même, si tu veux, Braque, tu peux même mettre des joueurs qui sont même pas à l'Euro. Si tu veux, tu peux mettre Grealish et Liego, tu peux. Mais là, ils sont tous à l'Euro. Là, ils sont tous à l'Euro. Et là, c'est juste une histoire de poste. Je me suis pas pris la tête avec les postes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il y a des joueurs que j'avais envie de mettre. Donc, pour les mettre, il a fallu que je fasse des choix. Donc, en gros, vous prenez pas la tête avec les positionnements. Dites-vous, c'est 11 joueurs que je voulais mettre. Voilà, moi, je me suis fait ce petit plaisir. Elle se lit dans quel sens, la compo? Pas de sens. Tu peux la lire à l'horizontale, à la verticale. C'est comme les mangas, tu les lis à l'envers, là. Ouais, voilà. C'est un peu ça. Comme l'arabe, tu peux lire de droite à gauche, c'est pareil. Sauf que là, même à l'envers, je comprends toujours pas. Attends, alors, justement, je vais expliquer mes choix. Diogo Costa, il n'y a pas trop de doute, hein, la performance qu'il a fait, XXL, séance de tir au but, on attend que les gardiens soient au rendez-vous, il l'a été, il a cette parade incroyable contre Sesco, il n'y a pas grand-chose à dire, j'ai hésité avec Maignan. Ensuite, en défense centrale, alors Rodri, on n'est pas con, hein, Rodri c'est un milieu de terrain, mais Poineau il nous a dit c'est un 4-3-3. Moi j'avais 3 milieux que je voulais mettre absolument, et comme je voulais aussi mettre Rodri, en plus d'autres joueurs... J'en profite, Braque. Je comprends pas pourquoi on doit toujours mettre un 4-3-3. Parce que toi, tu es peut-être parti sur 3 centraux. Et bien, au bout d'un moment, prenez vos responsabilités. Vous allez voir Poineau demain. Déclenchez une patate directe. Vous allez déchausser la dentition. Et régler la première fois, tu dis maintenant je fais un 6-4-2. Qu'est-ce qu'il y a? Mais non, mais chacun fait le dispo qu'il veut. Je comprends pas pourquoi on nous impose un 4-3-3 parce qu'on aurait des 11 différents. Mais bien sûr. Plus de joueurs défensifs ou plus de milieu de terrain, on s'adapte. Je comprends pas où est le problème à chaque fois de nous dire qu'il faut mettre un 4-3-3. Et ça éviterait que je passe pour un footix. Alors que... Ouais, après, peu importe le dispo que tu mets, là, il y aura un truc qui irait pas, je pense, à un moment donné. Attends, j'ai pas fini d'expliquer mes choix. Et je suis sûr que sur tous mes choix, il n'y a aucun problème. Rodri... Voilà, Rodri, il n'y a aucun problème. Akanji, pour moi, le meilleur défenseur de ces huitièmes, sans souci. Rudiger, son match, il est incroyable. C'est vrai que j'ai parlé de Schlotterberg tout à l'heure, mais moi, Rudiger, je l'ai trouvé impressionnant dans ce huitième. Impassable, partout, toutes les interceptions, un monstre. Schlotterbeck, j'en ai parlé tout à l'heure, juste une petite erreur, mais sinon, sur l'implication et sur l'énergie qu'il a mis dans ce huitième, je l'ai trouvé phénoménal. Lobotka, encore une fois, hein, parce que pour certains, les 11, c'est que des joueurs qui sont en quart. Bah non, il y a aussi des joueurs qui sont éliminés. Son match, il a été exceptionnel à Lobotka. Franchement, jusqu'à ce but de fou, là, son match, il est incroyable. Donc Lobotka, je l'oublie pas. Xhaka, le patron de cette équipe suisse. Moi, cette équipe suisse, je voulais vraiment qu'il y ait des joueurs qui figurent dans ce 11, parce que peut-être que dans quelques jours, on va parler de la Suisse comme championne d'Europe. Donc voilà. Fabian Ruiz, il n'y a pas de débat. Comme Kanto l'a dit, Zidane Prime, le mec, il est à un niveau, je ne comprends pas. Et puis en attaque, Nico Williams, parfait. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de débat là non plus aussi. Vargas, petite révélation, petite surprise, enfin petit ce qu'on veut, mais trop fort. Le mec a fait basculer le match. Hein, il a été présent. Et Nuno Mendes, parce que j'ai beaucoup aimé son match, mais j'avais trop de mecs à mettre derrière, donc en fait je l'ai remonté d'un cran, Nuno Mendes. Mais ça veut pas dire qu'il est devenu ailier gauche du jour au lendemain. Donc maintenant les gars, dites-moi pourquoi où j'ai fait de la merde.
Je te pose juste une question. Oui. Moi, c'est pas sur les choix forcément individuels, Sur quoi mais à la limite, pour que ce soit un peu moins pire dans le 11, pourquoi t'as pas mis Fabien Ruiz, ailier gauche, Ouais. tu mettais Schlotterbeck DC et tu remontais Rodri Dincroix et tu mettais Nuno latéral gauche. Déjà, juste pour la cohérence, un minimum des postes. Pourquoi t'as pas fait ça? Je pose la Attends, question. tu peux répéter, s'il te plaît, parce que... Tu mettais Nuno latéral gauche, tu mettais Ouais. Schlotterbeck DC gauche, tu remontais Rodri Dincroix au milieu de terrain et tu mettais Fabien Ruiz, ailier gauche. Juste, je pose la question. Bah, parce que... Bah, alors déjà, de une, j'y ai pas pensé. Et T'aurais eu Fabien un Ruiz, peu moins de joueurs qui sont moins à leur poste, quoi. C'est juste ça que je veux dire, de base, quoi. Ouais, mais Fabien Ruiz et ailier gauche, ça me paraît un peu bizarre. Oui, mais là, quand même. t'as 15 joueurs. Ah ouais, à leur poste, Bon, ouais. Rudiger latéral droit, ça me paraît bizarre aussi. T'as 15 Mais tu sais, joueurs. En fait, pour les DC, ce que je me suis dit, c'est que c'est des mecs qui peuvent jouer latéral, tu vois. C'est des mecs Oui, qui peuvent les mettre bah latéral. oui, Et ouais. ils ont tous joué au moins une fois latéral dans leur carrière. Donc en fait, moi, je voulais juste les mettre. Ouais. Mais de toute façon, je vous ai dit, les postes, je m'en fous. Je me prends plus la tête à cause des postes. Allez voir Poineau si vous voulez qu'on ait des compos normales et que derrière, sur le chat, ça arrête de rigoler, de mettre des MDR dans tous les sens. Moi, c'est un problème de poste. Non, Les par compos contre, ne me vont maintenant, pas. on mettra Voilà. le dispo qu'on veut maintenant, parce qu'on a marre de se brider avec ça. Par contre, ça, je suis OK. T'as soulevé un point, Braque, et je sais que Ouais. t'as fait exprès aujourd'hui. Non. C'était pour taper du poing sur la table. Bravo, Braque. Taper ta compo, et comme Bravo. ça, on a tous percuté. Maintenant, faut qu'on puisse mettre notre dispo, qu'on soit Voilà. libre, parce qu'il y en a Bravo, marre. Braque. Bravo, La Braque. résistance. On te félicite Merci. pour ça, Bracou. Bravo. Merci les gars. Merci Bravo. pour votre compréhension. Et... Quel impact. On a compris le message qui se cachait derrière ta compo. Quel meneur d'homme. Quel Non, mais meneur. il y a un vrai message, c'est qu'en fait, à chaque fois, on est bridé, quoi. Donc, c'est oui. c'est relou. La vérité, c'est relou. Alors, Messieurs. dispo 4-3-3 ou 4-2-3 un max. Non, Roano, si on veut faire une compo à 3 DC, ça fait partie du foot. C'est possible, Eh, non? Poineau, On si on dirait a envie que de c'est la faire fin du monde. Si on a envie de faire ouais. un 2-7-2, on fait un 2-7-2, poteau. Ah non, c'est mais tout. il est Tu nous fou, laisses lui. tranquille. En mode, on Ah peut pas ouais. faire une compo avec des pistons, un truc avec 3 DC, c'est interdit. Je comprends pas le concept. Vas-y. Maintenant, c'est très simple. Dis-nous. Le panneau, je le vois, je dis pas bonjour, je le déclenche direct. C'est ça que j'ai avec lui. Bon, messieurs, allez, revenons à nos débats. On va passer à la Copa. Il faut en parler, hein. Bah, c'est Oh, parti, jingle enfin, on va Copa. parler foot. Pose-moi. Bon, je vous avoue, hein, moi, j'ai la Copa, je sais pas, hein. Vraiment, T'es pas le je- seul, regarde Braque. avec tes hein. deux T'es potes. pas le seul. Bruce, Pas c'est le ta seul. séquence, la vérité. Moi, je sais Oh, pas quoi dire sur la moi, c'est Copa. ma Qu'est-ce séquence. que tu veux que je dise? C'est ma Discute séquence avec tes potes. et je l'assume complètement. J'ai vu très peu de Copa depuis le début, je suis honnête. hein. Donc, Moi, j'ai Wimbledon, Ah, mais j'ai on le en Tour est de où France et j'ai l'Euro. on en est où? Alors, on est au stade des quarts de finale. Ouais. Voilà, il y a l'Argentine qui va jouer notamment, sachant qu'on a une partie de tableau à droite, voilà, qui est ultra compliquée parce que le Brésil, vu qu'ils ont fait 2, eh ben ils vont jouer l'Uruguay dès l'écart et l'Uruguay qui est favori, je pense, avec l'Argentine pour la victoire finale. Donc là, c'est un très très gros match d'entrée. Et t'as la Colombie aussi qui fait une bonne Copa avec Rames, etc. Du grand classique lui aussi avec sa sélection et qui peut potentiellement retrouver le Brésil ou l'Uruguay en demi tout simplement. Alors que c'est vrai que l'Argentine, ils ont une partie de tableau un peu plus simple, on va pas se mentir. Pour le Brésil, aurait pu se retrouver là-bas aussi en fonction s'ils avaient fait premier. Non, même pas, ils se seraient retrouvés à droite aussi, je crois. Mhm. Attends, si je dis pas de la merde, bah si, se serait retrouvé à droite à la place de la Colombie, donc ça aurait rien changé là-dessus. Mais voilà, c'est vrai que l'Argentine, s'ils font pas le con, ça devrait aller en finale. Et de l'autre côté à droite, c'est bien relevé quand même. Mhm. Bah justement, oui, Tipion. Ouais, la partie de tableau très très compliquée pour l'Argentine. Il manquait que le FC Guest, je pense, et là il y avait vraiment toute la difficulté extrême. Qu'est-ce que tu caches derrière ce Équateur, message Venezuela, Canada, waouh! Ah, mais c'est vrai qu'à la Coupe du Monde, ils ont eu un tableau très simple. Hein. Non, mais évidemment. Ils gagnent, après- on va dire, c'est pour parce moi- qu'ils ont un Non, mais là, on tableau. parle de la Copa ou de la Coupe du Monde? Je comprends pas. On est en train de faire un débrief de la dernière Coupe On du va Monde. liver l'Euro, pas la Copa. Ah, Bruce, t'allais dire? Non, je finis ce que j'avais à dire. Hein. Ah ok, tout le monde a fini. Non, bah, On alors continue de écoutez, rager sur la meilleure équipe au monde, quoi. vu que vous avez rien d'intéressant à dire, on va accueillir Natsuo, qui lui suit vraiment la Copa et qui peut nous faire un petit débrief, un petit bilan, un petit constat sur ce qui se passe en ce moment. Est-ce que tu nous entends, monsieur Natsuo? Bonjour. Bonjour. Salut. On m'entend bien Salut! Ah, on t'entend super bien, mec. Comment ça va? Nickel, bah parfait, et vous? Bah très très bien. T'es où là? T'es au Brésil, en Argentine? Bah c'est ça, là je suis avec mes amis de Rosario. C'est donc, pas voilà, vrai. j'attends le match, et voilà, c'est ça. Non mais t'y es vraiment ou c'est une vanne? Non, c'est une non, blague, il c'est est une chez blague. Ah ouais, putain, il m'a C'est fait une blague. peur. Il m'a fait peur. Je À la vais- base, c'était une vanne. Oui, bah Ouais, t'aurais été dans ton élément. C'est ça.
Alors, dis-nous Natsio un petit peu, qu'est-ce qu'on a raté de cette Copa? Apparemment, donc comme l'a dit Bruce, on en est au quart. Il y a Vini qui est suspendu aussi. Vini qui sera pas là en quart. Donc, C'est ça. voilà, pour info. Qu'est-ce qu'on a raté, Natsio, alors? L'effet marquant de cette Copa Oui. América, je dirais que déjà, elle est très mal arbitrée. Mais vraiment, c'est quelque chose qui est marquant. Il y a des matchs où c'est limite rigolo à quel point c'est mal arbitré. Qu'est-ce que tu sous-entends? Non, je n'irai pas dans ce chemin-là parce que je suis fan de Messi. Donc, je n'irai pas dans ce Qui a parlé de Messi? chemin-là. Braque, arrête de l'interrompre et laisse-le parler. Hey, écoute pas Braque, écoute personne quand on t'écoute. C'est ton moment, Braque, ferme-la un peu, écoute-le là. Non, donc je disais un arbitrage très mauvais, des pelouses qui sont pas optimales du tout. Mais pour passer sur, on va dire, le positif, parce qu'il y en a quand même du positif, je pense qu'il y a la Colombie qui est très très bonne, qui montre plein de qualités, plein de confiance, avec un James Rodriguez des meilleurs temps. On dirait que le parallèle club avec sélection, avec lui, il est dingue parce qu'il galère en club, on le voit presque jamais. Quand il est pas spécialement bon, alors qu'il rayonne en sélection. En phase de groupe, il est à 3 passes décisives, 2 fois homme du match, caviar sur caviar. Donc non, c'est vraiment impressionnant. Richard Rios, Luis Diaz, ils ont vraiment une très bonne sélection. Ils ont fait des matchs très solides. Donc je dirais que c'est le premier point positif. Et le plus gros, c'est l'Uruguay. L'Uruguay de Tonton Bielsa, qui a métamorphosé son équipe, qui a littéralement fait de cet Uruguay la favorite de la compétition. Ah ouais? Ah oui, clairement, avec 3 victoires consécutives pour la première fois en 65 ans, quand même. Ok. Un homme de stats? C'est ça. Non, pas spécialement. Mais vraiment de la verticalité, de la pression, des espaces qui sont attaqués de partout. Même défensivement, c'est solide, quelque chose qu'on pourrait ne pas attendre des équipes de Bielsa. Mais sur le papier, c'est rodé, c'est huilé. Franchement, pour moi, c'est le gros favori du tournoi. Pourtant, on pourrait croire que c'est d'autres. Mais en tout cas, si on se base seulement sur ce qui a été proposé, même si en face, c'était pas forcément les plus grosses équipes affrontées, on reconnaît quand une équipe a des principes de jeu. Et là, franchement, c'était flagrant la différence avec d'autres équipes top du tournoi, quoi. Natsio, je te jure à t'écouter, on se croit en Amérique du Sud. Hein. Vraiment, non, on était dedans et franchement, tu nous vends ça trop bien. Pipion, t'adhères à tout ce qu'il dit? Ouais, forcément, l'Uruguay de Bielsa, c'était l'immense curiosité quand on l'a vu arriver avec ce football-là. On se disait, est-ce que c'est 2 ADN compatibles? En fait, il a su totalement transformer ça. Il a fait énormément de tests. Il y a eu cette fameuse histoire où il avait appelé un mec en amateur pour le tester sur un match amical. Il y avait toujours des particularités de Bielsa. Et je rejoins sur ce que j'ai pu voir de la Colombie. Mais je pense qu'avec Natsu, là, on va pouvoir aller. C'est forcément les 2 cadors. Et moi, j'ai envie qu'on parle du Brésil parce que on a vu avant la compétition Ronaldinho dire j'ai plus envie de voir cette équipe. Oui, on a vu R9 dire je préfère voir un match de tennis de 5 heures plutôt que ça. Bah, je comprends les 2 vieux pères parce que c'est vrai que ce Brésil-là, alors évidemment, il y a une victoire 4-1 qui a été un peu flamboyante, mais sur le constat global, et c'est pas que sur cette Copa, le Brésil ne fait plus rêver. Ça fait vraiment depuis un bon moment, quoi. Le Brésil, logiquement dépendant de Vinicius et plus globalement de ses individualités, mais une équipe qui reste totalement blessée, en fait. C'est une équipe Surtout que Vini avec le Brésil, même si bon, sur le match où ils ont gagné 4-1, ok, mais de manière générale, avec le Brésil, c'est compliqué. Non, mais il a vraiment du mal, et ils ont du mal à trouver la faille. Et les seules fois où il y en a eu, on va dire, du 109, et que j'ai beaucoup aimé, c'est le match de Savinho, qui a été super bon et qui a réussi à apporter toutes ses qualités. Mais sinon, c'est une équipe, tu sens qu'elle est blessée, ça manque de constance. Que ce soit Vinicius, tous les cadres, ils manquent de constance. Et quoi qu'on puisse dire, les Neymar, tous ces joueurs-là, on peut avoir n'importe quel constat par rapport à eux. Ils ont toujours apporté cette stabilité. Et quand tu prends un peu de recul, tu te rends compte que un joueur comme Neymar, il tenait ce Brésil-là, même si forcément il n'y avait pas tout le temps les trophées qui allaient au bout. Mais c'est vraiment une équipe sur courant alternatif avec beaucoup d'inconstance. Dans un bon jour, on va dire que c'est logique que ça marche parce qu'il y a Paqueta, parce qu'il y a Vinicius, parce qu'il y a Rodrigo. Mais un jour où ça marche pas, c'est logique aussi parce que c'est une équipe qui... Franchement, j'ai même pas les mots à quel point elle est inconstante. Elle est super inconstante. Et d'ailleurs, Vinicius absent en quart contre en quart. Donc ça va être très dur pour eux contre l'Uruguay parce qu'il faudra faire très attention. C'est quand même leur danger numéro 1. Et à cause des jaunes, il sera pas là, quoi.
Et moi, j'avais une petite question, parce que oui, l'Uruguay, on les annonçait comme les favoris avec l'Argentine au début de la compète, et ça se confirme. La Colombie, tu vois, qui fait vraiment le taf. Le Brésil décevant, un peu comme prévu. Mais on n'a pas encore parlé d'une nation qu'est l'Argentine. Alors moi, je t'écoute depuis tout à l'heure. Oui, tu dis, pour toi, l'Uruguay est favori. Je sais pas, moi, je suis d'accord que ça a l'air très fort, etc. Mais l'Argentine... Quand même, depuis quelques temps, le nombre de matchs perdus, enfin, ils en ont perdu quoi, 1 ou 2 en je sais plus combien de matchs. Mine de rien, ils savent gagner, tu vois, se faire mal et gagner même quand c'est très compliqué. Et puis, bah, t'as un Lautaro qui est en feu aussi, tu vois, que Messi avait notamment aidé à relancer avec ce fameux penalty, tu vois, qui l'a remis en confiance. Et du coup, toi qui as l'air de suivre de fou la Copa, moi, je t'avoue que j'ai suivi un peu l'Argentine, mais j'ai pas tout vu, je suis honnête, tu vois. Là, je pense que je vais suivre un peu plus en phase finale. Elle en est où, cette équipe d'Argentine? Tu sens vraiment que ça va pas aller au bout, ou pour toi, quand même, il y a de vraies chances? Rassure-le, vas-y, rassure-le. Ah ouais. Moi, je vais les rassurer parce qu'en tant qu'ami de Rosario, je suis obligé de rassurer Bruce. Mais en fait, c'est une équipe qui reste toujours sereine, malgré les différends auxquels elle peut faire face parfois. Elle est invaincue. Mais c'est sûr que dans le jeu, c'est très moyen. Pour être gentil, il y a un manque global de certitude en fait, sur ce qui est proposé et de la dépendance du GOAT, en fait, tout simplement. C'est triste de le dire, mais voilà, il se trouve que le groupe est faible. Donc, tu attends forcément plus du gagnant de la Coupe du Monde. Et ouais, mais ça, tu connais, c'est toujours pareil avec l'Argentine. Sur des matchs comme ça, et notamment contre les équipes sud-américaines, en général, c'est jamais complètement simple. C'est bourbier. D'accord, mais c'est surtout quand tu vois, offensivement, c'est statique. Quand il n'y a pas Messi, t'as l'impression qu'ils vont jamais trouver la faille. Là, Dieu merci, ce soir, il est pressenti titulaire contre l'Équateur. donc voilà. Donc c'est une Albiceleste qui manque de folie, qui manque d'idées, on va dire, offensivement. Mais on sait très bien que Messi, il change tout dans une équipe. Et je pense que le gros point fort de cette équipe argentine, c'est pour les suiveurs qui suivent depuis longtemps cette sélection, vont pouvoir le savoir, c'était une charnière stable. On en a pas, enfin, ils en ont pas eu depuis je sais pas combien d'années. Et là, avoir Romero et Martinez qui sont en forme incroyable, je pense que c'est limite leur point fort actuel, c'est d'avoir une charnière qui, bah, comme on a vu avec l'équipe de France, quand t'as une charnière qui marche, quand t'as une défense qui est solide, t'es pas obligé d'être la meilleure équipe offensivement. Et c'est là où je rejoins Bruce, et c'est là où, pour moi, ils peuvent faire sensation. Ils savent, ouais. En fait, l'Argentine, t'as l'impression que depuis quelques temps, et depuis leur première Copa gagnée avant la CDM, là, depuis qu'ils avaient gagné leur Copa, il s'est passé quelque chose où t'as l'impression que c'est un groupe qui doute jamais. Ils savent comment gagner, et ils savent qu'ils arriveront, quoi qu'il arrive, à trouver la solution. Et c'est pour ça que ça fait depuis quelques temps, t'as ce sentiment quasi d'invincibilité, même si c'est pas toujours impressionnant. Mais pour moi, à la Coupe du Monde, il y a eu du jeu, et dans l'ensemble, ils ont bien joué, etc. Tu vois, tout était carré, mais moi, c'est cette Argentine, c'est les équipes sud-américaines. Et on se rappelle de la finale ou des matchs contre le Brésil où tu sais que ça va être bourbier, il va avoir que des fautes, c'est haché. Mais tu sens que ça va tourner pour eux. Tu vois, moi, en fait, elle me donne ce sentiment-là, cette équipe d'Argentine. Ils sont tellement en confiance que t'as l'impression que ça tournera pour eux, quoi. Je suis totalement d'accord. Mais là où je vais encore aller dans le sens de Messi, je suis obligé, en fait. C'est que ce sentiment-là, tu l'as aussi grâce à Messi. Parce qu'en fait, mais on est d'accord. Bah, là, bien sûr. Hein. Voilà. Non, mais c'est sûr. Mais en fait, je pense que t'enlèves Messi et quand tu le vois quand il est pas là, bah en fait, ce sentiment de stabilité, tu le perds parce que t'as plus cette folie et ce mec qui va te créer 15 occasions par match, même quand il est nul, quoi. Donc, mais c'est clair que c'est à prendre en compte. Et pour moi, je pense que je les mets quand même favoris du tournoi. C'est juste que je basais seulement sur le jeu que j'avais vu au niveau des phases. L'Uruguay plus impressionnant pour le moment. Ouais, c'est ça, c'est au niveau du jeu, quoi. Donc c'est très bien que le jeu, ça fait pas tout et que ça prime pas. Non, mais c'est fort, c'est sûr que ça a l'air très fort. Attention à pas tout prendre, laisse-en un petit peu à Bruce quand même. Hein. Après, excuse-nous de parler foot quand on reste sur le tennis. Hein. Nous, on parle de l'Argentine et de la Copa. On est obligé de parler de Messi. Non, je me régale. Bon, on est obligé de parler de Messi encore. Non, mais en fait, on me demande mon avis sur la sélection. Et l'avis très honnête, c'est que Messi change presque tout. Mais en fait, c'est logique en soi. Si on parle d'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Pour les anti-Messi, ceux qui n'ont toujours pas compris qu'on l'a. Et on parle d'un mec qui a eu un impact quasiment depuis 20 ans sur une équipe d'Argentine et qui joue autour de lui depuis 20 ans. Donc évidemment qu'il y a un rôle autour de Messi. Et même si aujourd'hui on n'a plus le Messi avec les mêmes jambes que ce qu'on a pu voir auparavant, ça reste lui le patron et ça le restera jusqu'à la fin de sa carrière. Et ça restera une équipe dépendante de Messi. Et même après Messi, on se posera la question, est-ce que cette équipe elle n'est pas encore dépendante de Messi? Ça sera le cas pendant quelques années. Et ça, c'est tu vois, quand
Kanto, on t'en avait laissé un petit bout, bah voilà. T'as bien fait ça, on a partagé un peu, Kanto, voilà. Creux, et je suis rassasié là, merci. Là, je vois que t'es rassasié, merci. Je cherchais un nom pour la séquence 100% Messi TV, je sais pas. On parle de la Copa en mode on va pas parler de Messi, vous êtes chelou. J'en voulais un peu, ça, je vais pas tout sur la fin, je sais pas, j'ai été inspiré, on va réfléchir. Merci beaucoup Natio. Merci beaucoup. Merci à toi. Et tu reviendras. Rappelle. Sauf si l'Argentine y saute, tu reviens plus. Hein. Mais tant qu'ils sont là, tu reviens, poteau. Au top, Natio. Merci de nous avoir fait voyager. Merci. On avance dans cette émission. On va maintenant passer à notre preview des quarts. Allez. Alors les affiches du jour, pas vraiment, plutôt les affiches de demain. Et puis on va donc se concentrer dans un premier temps sur Allemagne-Espagne, parce que tout à l'heure on a pas mal parlé de la France, on a pas mal parlé des joueurs et tout, donc là on va plutôt aller sur ce match-là. Et on va venir te voir, Kanto, pour parler justement de ces Allemands, parce que on présente l'Espagne comme peut-être l'ogre ultime de cette compétition, l'équipe qui joue le mieux, l'équipe qui impressionne, l'équipe qui semble presque intouchable. Quelles sont les clés pour les Allemands qui peuvent leur permettre de venir à bout de cette équipe espagnole, selon toi ? Déjà, ce qu'il faut noter et notifier, c'est que dans le parcours, les deux ont eu un début de parcours qui se ressemble, à savoir les deux équipes les plus séduisantes dans le jeu, et notamment par leur armada offensive, où on a beaucoup de jeunes joueurs avec ce trio offensif, Florian Wirtz, Jamal Musiala et Kai Havertz, et puis tout ce qu'il y a derrière, ce collectif allemand, qui a été comparé à cette équipe espagnole, avec là aussi une jeune armada offensive, Lamine Yamal et Nico Williams, en pointe l'expérimenté Morata, et ce milieu de terrain qui fait un travail absolument énorme avec Rodri, Pedri et Fabian Ruiz. Donc ces deux équipes ont eu le même parcours, sauf que depuis il y a une petite évolution, c'est qu'on a commencé à avoir des premiers doutes vis-à-vis de cette équipe allemande à la fin du match de poule et à la fin notamment de cette rencontre face à la Suisse. Et derrière, cette équipe allemande s'est fait un petit peu peur peut-être face au Danemark avec ce but refusé sur Andersen, et derrière le match qui bascule en l'espace de 5 minutes, but refusé, penalty pour l'Allemagne qui peut derrière se libérer et venir l'emporter 2-0. Donc déjà, c'est vrai qu'il y a eu deux entrées en lice un peu similaires avec deux équipes séduisantes, mais un petit peu plus de doutes et moins de certitude peut-être autour du cas de cette équipe allemande tout simplement. Maintenant, comme tu l'as dit, et ta question tu l'as orientée en me disant quelles sont les armes pour les Allemands pour venir battre les Espagnols, et non pas quelles sont les armes espagnoles pour venir battre les Allemands. Pourquoi ? Parce que je pense que tout ça, ça a fait qu'il y a peut-être une situation assez naturelle qui fait que les Espagnols sont peut-être un petit peu plus favoris que les Allemands dans ce match-là. J'ai pas regardé les codes des bookmakers. D'ailleurs, je vais aller regarder de suite parce que c'est vrai que c'est intéressant pour avoir quand même une sorte de référentiel. Mais c'est vrai qu'on a le sentiment quand même que ces Espagnols sont un peu plus favoris. 2,75 Espagne et 2,85 Allemagne. C'est très serré. C'est très, très, très serré. Alors d'un côté, tu as une équipe espagnole qui concède peu d'actions et peu de buts depuis le début de la compétition, et de l'autre tu as une équipe allemande qui elle est une des équipes qui se procure le plus d'occasions depuis le début de la compétition. Donc déjà ça va être un duel assez intéressant à suivre de ce côté-là. Pour moi la vraie clé pour les Allemands pour venir désarçonner cette équipe espagnole, ça va être la bataille du milieu de terrain tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'on a un Rodri qui est le maître à jouer de cette équipe-là, on a un Fabian Ruiz qui est incroyable depuis le début de saison, un Pedri qui parfois est un petit peu plus en retrait, et sauf qu'en face tu as des joueurs d'expérience également, et notamment avec le patron de cette équipe allemande qui est tout simplement Ilkay Gundogan, et à côté de ça tu as des travailleurs avec notamment Toni Kroos et Endrich. Bon, Kroos c'est la légende absolue, et Endrich qui lui a vraiment ce rôle de joueur travailleur. Donc non, le duel du milieu de terrain pour moi sera décisif, parce que si les Allemands arrivent à gagner ce duel-là, ils empêcheront tout simplement les Espagnols de venir leur mettre autant de pression que prévu, parce qu'on sait que quoi qu'il arrive, il va falloir bien défendre avec des ailiers qui sont virevoltants, avec une défense qui est solide. Mais c'est vraiment ce duel au milieu de terrain qui pour moi sera la clé du match. Et puis une chose à ne pas sous-estimer, alors c'est vrai que le milieu espagnol, et puis on le redit quand même assez souvent, les milieux de terrain c'est très important dans ce genre de compétition. Le milieu de terrain espagnol semble tout simplement être le meilleur de cette compétition. Est-ce que l'Espagne peut se faire un peu surprendre par ces Allemands, justement ? Est-ce que l'Espagne peut perdre ce duel au milieu de terrain, sachant qu'il faut aussi prendre en compte une chose, c'est que les Allemands sont chez eux, ils vont avoir quand même la vindicte populaire qui va être de leur côté. Est-ce que pour toi, ils peuvent avoir des armes en plus par rapport aux Espagnols ?
Bien sûr, je pense que les matchs contre le Danemark et la Suisse, ça a servi de test parce que c'était deux adversaires, je ne vais pas dire redoutables, mais qui ont posé beaucoup de problèmes, chacun par leur jeu, que ce soit le côté séduisant, proactif de la Suisse, et où le Danemark était un petit peu relou à manœuvrer et qui sortait de temps en temps en transition de manière efficace. Là, pour le coup, c'est une Espagne qui est impressionnante dans le jeu, mais qui défensivement, voilà, le premier match contre la Croatie, contre la Géorgie, ça a subi un petit peu. Qu'est-ce que ce sera contre une équipe qui va essayer un petit peu plus d'aller chercher cette défense espagnole? Donc ça va être forcément super intéressant de voir comment le Normand, Laporte, Cucurella, Simon et Carvajal vont répondre à ce défi-là, parce que ça va être un défi avec voilà, Musiala qui est quand même en confiance, les projections de Gundogan qui est un des milieux un petit peu uniques dans ce style-là, qui a pour apporter dans les 30 derniers mètres. Donc comment est-ce qu'on va surveiller ça? Donc oui, je pense que l'Espagne voilà, va être bousculée, comme elle a des arguments avec forcément ces deux flèches devant pour aller chercher les latéraux allemands, donc ça va être une sacrée bataille. Et comme je te dis, c'est une finale avant l'heure, donc voilà, le malheur au vaincu de demain, on pourra se moquer d'eux en disant bah tiens, l'Allemagne, regardez, vous en avez fait une hype, finalement à domicile ils échouent, ou l'Espagne, c'est ça, vos cracks, ils sont surcotés. Non, c'est parce que voilà, le tirage au sort a fait de ça, mais quoi qu'il arrive, ce sont les deux plus belles équipes de l'Euro qui s'affrontent dès maintenant. Il faut forcément voilà, qu'il y ait un sort, les départages. Mais écoute, je pense que l'Allemagne, moi, peut quand même aller embêter cette équipe espagnole, mais moi je m'attends à un match qui pétille, un véritable feu d'artifice, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, c'était l'autre question que je voulais poser. Du coup, Bruce, tu vas pouvoir y répondre. C'est à quel type de match est-ce qu'on peut s'attendre? On sait que les Allemands, ils ont cette capacité à mettre beaucoup de rythme dans une rencontre, à attaquer énormément, à attaquer à outrance même parfois, à limite se découvrir. C'est un petit peu le style à l'allemande, tout en faisant parler, bien sûr, les individualités. Et de l'autre côté, tu as l'Espagne qui a c'est cette propension à chaque fois calmer le jeu, à garder énormément le ballon, à essayer d'être maître des événements. Est-ce que sur cette rencontre, on va avoir quelque chose de totalement inédit selon toi? Normalement, c'est deux équipes qui aiment attaquer. Il y a des caractéristiques quand même un peu différentes, mais c'est deux équipes qui aiment marquer des buts, qui aiment un minimum avoir le ballon aussi. Donc voilà, après à ce petit jeu-là, moi je m'attends typiquement au genre de match où l'Espagne aura dominé un peu le match, mais se fera éliminer. Parce que pour moi, ce qui peut faire peut-être pencher un peu la balance, c'est l'efficacité dans les 30 derniers mètres. Moi j'ai le sentiment que ça peut être le genre de match où l'Espagne vendange un peu et se fait punir, entre guillemets, par l'efficacité des Allemands qui, pour moi, ont un peu plus peut-être ce côté tueur. Mais je m'attends à une petite domination quand même de l'Espagne, qui pour moi est peut-être et sûrement la meilleure équipe de cet Euro, mais c'est pas parce que tu es forcément la meilleure équipe que tu vas tout le temps au bout. Et moi, c'est la petite réserve que j'ai. Et là où pour moi, ce qui aussi peut peut-être faire pencher la balance, c'est qu'on a vu que ces deux équipes où en transition, tu peux leur faire un peu mal, mais j'ai l'impression que l'Allemagne, tu peux encore plus leur faire mal qu'à l'Espagne là-dessus. Parce qu'il y a souvent pas mal d'espace laissé entre les défenseurs et les milieux, et c'est pour ça qu'ils ont concédé quand même pas mal d'occasions. Enfin, quand je dis pas mal, on s'entend par rapport à l'Allemagne, je parle. Et l'Espagne, on l'a vu aussi un peu contre la Géorgie la dernière fois, où avec peu, ils ont été un peu piqués, même si dans l'ensemble, je trouve que ça défend plutôt bien depuis le début de la compète, même si c'est vrai qu'ils avaient quand même concédé pas mal de situations contre la Croatie et tout, mais ça reste assez costaud. Mais encore une fois, en face, j'ai l'impression que le côté finition des Allemands, de manière générale, peut être un peu supérieur aux Espagnols. Donc voilà, je m'attends à une petite domination espagnole, mais une victoire au final de l'Allemagne. Moi, je dirais juste une chose. Regardez bien, concentrez-vous sur le match de Neuer. Attention, Neuer n'est plus aussi impérial qu'avant. Attention. Il peut... En mode, tu penses qu'il va entre guillemets coûter l'élimination du Bayern sur une erreur contre le Real, et là potentiellement ça peut être aussi ça serait une triste saison quand même pour lui. Ouais. Voilà. Moi j'ai très peur pour Neuer que je ne sens plus du tout dans le coup. Ça reste un gardien extraordinaire qui fait des arrêts toujours aussi fous. Mais qu'est-ce qui te fait penser ça? C'est que parce que pour moi il est dans un déclin. Il est dans un déclin. Tu le trouves vraiment, enfin il te rassure pas du tout dans cet Euro pour le moment? Non, mais c'est la question, c'est sur cet Euro, ça va, tu vois, j'ai pas non plus grand chose à dire, mais je pense que dans les grands matchs, c'est
c'est plus dur pour Neuer maintenant. Je pense que c'est un peu plus compliqué. Et il y a des moments où on l'a vu faire des boulettes. Je trouve que sur certains duels, même dans la saison avec le Bayern. Oui, mais malheureusement. Et la bourde, oui, je suis d'accord. La oui. bourde, elle nique tout, mais juste, il a sorti un gros match jusque-là, quoi. Après, malheureusement, qu'est-ce qu'on va retenir très souvent? C'est souvent ce moment-là, tu vois, qui va peut-être coûter la qualification. En amical avec l'Allemagne, il y a eu avant l'Euro, il y a eu encore une erreur, tu vois. C'est pas que je veux les compter. Braque, j'ai eu un flash comme le chat. Débrief du match quand on va le faire. Allemagne, Braque, MVP, Neuer. Gros match de Neuer. Il a sauvé l'Allemagne, il a sorti 5 parades de folie. Je te vois déjà annoncer MVP, Neuer. Et s'il fait un match incroyable, je m'engage à le mettre MVP. D'accord? Comme ça, au moins, ce sera une manière pour moi de m'excuser. Mais je dis juste, concentrons-nous sur son match. Parce que, attention, il peut être, voilà, je dis juste ça comme ça, voilà. Peut-être, ça va te donner raison, mais on dira. On va voir. Je l'avais vu juste. On va voir. On en est où? Désolé, je me suis un peu perdu. Tout le monde a donné un petit peu son avis global sur la rencontre. Du coup, on va faire, messieurs, pour s'amuser, un 11 combiné. Comme d'habitude, principe assez simple. On va essayer de voir au niveau des deux équipes ce qu'on choisirait pour voir quelle équipe ressort la plus forte, à la fin. Alors, on va commencer par les gardiens. Messieurs, qu'est-ce qu'on choisit justement entre Manuel Neuer et Unai Simon? À toi, dis-nous. Bah, à l'heure actuelle, moi, je parle plus sur Unai Simon, malheureusement. À l'heure actuelle, je parle, personnellement. Maintenant, je sais pas ce que vous feriez. Moi, je mets quand même un petit peu de respect sur Manuel Neuer, même si Unai Simon est un excellent gardien. Donc voilà. T'as raison, Poto, t'as raison. Oui. Un peu sur Neuer aussi, moi. Allez, la confiance, vas-y, d'un mec comme ça. Allez. Après, tu peux sourire un peu l'autre, là. C'est bon, l'autre, il a dit ça. On aurait dit, frère, ça va, et tranquille, on s'amuse. Oh, c'est grave, ce mec, Pipion. Vas-y. C'est quoi ce mec, sérieux? Je pars sur Neuer aussi. Ok. Très bien. Donc ça fait Neuer du coup? Ça fait Neuer, ouais. Ok. Passons à la défense, messieurs. Alors on a pas mal de choix, bien entendu. On a du Kimmich, on a du Rudiger, du Ta, du Mittelstädt. Et puis côté espagnol, on a Carvajal, le Normand, Laporte et Cucurella. Quelle charnière déjà est-ce que vous avez envie de faire? Non mais déjà, je pense qu'il y en a deux où on va être d'accord à coup sûr. Par exemple, Rudiger, Carvajal, peut-être. Est-ce qu'on est tous d'accord là-dessus? Ou vous avez un doute? Rudiger, Carvajal? Non, mais je parle, est-ce que Rudiger, Carvajal, on les met tous déjà, comme ça on avance, c'est ça que je veux dire pour commencer. Moi, oui. Ouais. Ouais. Sur ça. Ouais. Braque, t'as pas l'air convaincu, du coup, tu voyais. Non, parce que ça m'énerve en fait, j'aime bien quand on peut un peu discuter là, ce truc-là, ça me. Non, mais quand il y a des mecs qui sortent un peu du lot, on va discuter si vous voulez, mais. Bon, bah mettons Rudiger et Carvajal alors. Remettons que Rudiger et Carvajal, ça me va. Parce que c'est vrai que Kimmich, bon. Ah va, c'est pas un euro catastrophique qu'il fait, mais Carvajal est quand même. Oui, Carvajal en ce moment il est trop fort. Tu voulais mettre Kimmich plutôt que Carvajal là? Et Kimmich il joue latéral droit là sur cet euro. Non, mais il fait un bon euro, mais Carvajal, voilà. Le poteau, on veut très très bien aussi. Ah, tranquille. Non, ça me va. Le deuxième du coup. Deuxième décès. Moi je mets le Normand. Je savais qu'il allait dire ça. C'était sûr. Non, mais ça s'entend, ça peut s'entendre, mais je chantais qu'il allait dire ça. Ouais, le Normand pour Kanto. Pion. Ouais, je partirais presque sur le Normand. J'ai hésité avec Schlotterbeck, dont le match m'a vraiment beaucoup plu contre le Danemark. C'est vrai. Mais bon, le Normand, il y a eu ce petit CSA et tout, mais c'était quand même bien. Moi, pour être honnête, je partirais sur Schlotterbeck, mais j'avoue que le Normand, ça me choque pas aussi, tu vois. Pour moi, il est dans l'équation, donc si vous voulez partir sur le Normand, pas de souci. Hey, toi, t'as dit pareil, Braque? Non, pareil pour Schlotterbeck, mais la majorité l'emporte. La majorité ouais, mais du coup, ça aurait pu faire un 2v2 et t'as vu, ça veut dire que toi, tu pèses rien. Il avait déjà mis le Normand sur la compo que ça pouvait faire un 2v2. Moi, t'as bien compris que mon avis, c'est du vent. Donc c'est peut-être au chat de trancher si on est sur une égalité, c'est ça que je veux dire. Ouais, mais t'es parti sur le Normand finalement. Non, moi j'ai dit Schlotterbeck, je serais parti, mais le Normand ça me choque pas, tu vois, c'est ça que je veux dire en fait. Mais je serais parti un peu sur Schlotterbeck aussi, moi perso. Il y a beaucoup de Schlotterbeck dans le chat, j'ai pas vu beaucoup de Normands. Bah le chat peut trancher quoi. El Normando. Ouais. Si c'est 2v2 ce qui est le cas, le chat tranche et puis voilà. Un sondage est parti, choisissons en attendant le latéral gauche et puis après on verra le résultat du sondage. Le latéral gauche, messieurs, du coup.
Avec Emerico La Puerta. Hein. En fait, c'est quoi? C'est entre Mittelstadt Cucurella, il fait un euro de malade, les gars. Mittelstadt, Rome et Cucurella, mais Cucurella est très très bon. Il fait un euro de fou. Cucurella aussi, perso. Rome est bien aussi, hein, mais Cucurella, c'est dur de faire mieux. On est d'accord là-dessus. On est assez d'accord. Je regarde le sondage. Ouais, Schlotterbeck, il a mis une danse à Le Normand, les gars. Hein. C'est 81% pour Schlotterbeck. Hein. Attends, Donc... Mais... Ça veut vraiment dire que Braque, dans l'esprit de Poineau, tu pues la merde. Mais sûr que ton vote, il a servi à rien. Mais bien sûr. J'ai fait. Si tu donnais, c'était tu donnes ton truc, mais tranquille. Ça va pas. C'est comme ça avec lui. Hein. Il considère pas, mais c'est pas grave. Je l'en veux pas. Poineau, il est gentil. On va du coup mettre Schlotterbeck et à côté Cucurella. Passons au milieu de terrain, messieurs. Bon, voilà. On va tous mettre, je pense, Rodri pour commencer. Je pense que là, il n'y a pas de... On est d'accord? Oui, on est d'accord. Hein? C'est dur de pas mettre Rodri, oui, effectivement. C'est compliqué. Effectivement. Putain, le milieu de terrain, les gars, c'est quand même assez incroyable. Bon, là, on est d'accord qu'on juge l'Euro. Si on parle de l'Euro, pour moi, il n'y a pas trop de difficultés. Moi, c'est Fabian, Rodri et Gundogan. Moi, je mets Fabian sûr aussi. Ouais. Et après, Pedri. Il y a des débats avec Kroos, mais j'aime bien le profil différent de Gundogan, moi. Ouais. Mais après, Gundo, tu vois, Gundo, je le trouve pas extraordinaire pour le moment. Moi non plus, hein, j'osais pas le dire. Donc, moi, je partirais sur Kroos, allez. Moi, je mettrais Fabian Ruiz, Rodri et Kroos, perso, allez. Ouais, moi je mettrais Kroos aussi, parce que Gundogan, depuis tout à l'heure, j'entends dire c'est le patron, j'entends dire incroyable, mais moi son euro, je le trouve normal, hein. Je le trouve juste normal son euro. Donc on a dit qui là pour le moment, pour savoir s'il faut faire voter le chat ou si déjà on est tous d'accord sur Fabian Ruiz et Rodri, on est d'accord. Ouais, sur l'euro. Donc après le débat c'est Kroos et Gundo. Ouais, donc Pipion, toi tu partais sur Gundo, Braque et moi Kroos et Kanto Gundo. Ah, et Gundo, du coup, le chat je vais partir sur Gundo, ouais. Ok. Du coup, il va falloir encore que le chat y tranche. Et je vais expliquer pourquoi, simplement parce que Gundo a peut-être une carte un peu différente, notamment dans le jeu offensif. Kroos, je remets pas du tout en compte son niveau, quoi que ce soit. Je vois ce que tu veux dire. Mais c'est que Gundogan a un profil un petit peu différent et un peu plus hybride peut-être On a déjà Fabian Ruiz pour ça. Il peut nous mettre 4 buts par match, mais bon. Il peut mettre des bastos de 35 mètres maintenant. Bon, ça va, il peut faire les dribbles. C'est vrai. Alors on regarde le résultat du sondage, c'est Kroos qui l'emporte. Hein. Kroos à 65%. Donc, de toute façon, un Madrilène, c'était sûr qu'il allait l'emporter face à un Barcelonais. Hein. Il y a plus de Madrilènes. Indiscutable. Passons maintenant à l'attaque, messieurs. Aïe. Il va falloir là aussi faire des choix. Bon, on est tous d'accord, Nico Williams, ça on peut le mettre direct, les gars. Hein Nico, on le met tous. Non. Du coup, où tu mets Moussiala? Non, mais les gars, à droite, on peut en mettre un à droite. Je pense qu'il y a une évidence. Vous en pensez quoi? On va pas se brider s'il y a deux mecs, par exemple, qui sont au-dessus, mais qui Nico Moussiala, moi. Pour moi, la plus grande des évidences, c'est Nico Williams, déjà. Et Moussiala aussi, moi je suis d'accord, j'aligne les deux, perso, déjà, pour commencer. Comme Kanto, moi, perso. On est tous d'accord, hein, Nico et Moussiala, et après, du coup, il faut un neuf. Non, Scipion, t'as dit quoi? Non, mais moi je pensais que c'était vraiment dans leur côté respectif, parce que Moussiala joue dans la même zone que Nico, et j'hésitais entre les deux, mais du coup, si on met les deux, même si voilà, Yamal et tout, fait un très très bon euro, Moussiala est excellent et tout, donc cette répartition me va. Ok, si ça te va, on n'a plus qu'à choisir un numéro 9 et on sera bien. Qu'est-ce qu'on met, messieurs? Est-ce que là, si on choisit un pur neuf, je pense qu'on va plus ou moins choisir le même, non? Dis-nous. Même s'il a pas beaucoup joué. Après, en vrai, il y a Havertz. Le match d'Havertz, c'était bien, ouais. Füllkrug, par rapport à son temps de jeu, assez incroyable, et on connaît ce côté buteur, bien sûr. Et t'as Morata, où moi je déteste pas, mais il y a du bon et du moins bon comme d'habitude. Donc pour moi, c'est entre Havertz et Füllkrug. Tout dépend si on veut ce pur neuf comme vous voulez. Je vous laisse trancher. Après, si vous voulez. Vas-y, Kanto. Il n'y a pas besoin de trancher, vous connaissez déjà tous ma réponse. Hein. Non. C'est Niklas pour moi, tout simplement. Niklas Füllkrug. Oui, si je dois choisir un entre les trois, je m'en fous de qui les joué, pas beaucoup joué. Je prends Niklas direct. Donc, Kanto dit Niklas. Bruce, toi, t'as dit, pardon, excuse-moi. Havertz. Moi, les deux options me vont.
Si Ok. jamais là il y a un draw avec vous, je trancherai si vous voulez, mais les deux en soi, vas-y. Mais peut-être, vas-y, ce côté 9 tueur de Fulkrug. Bon, apparemment, on peut aussi mettre Moussiala dans l'axe et Yamal à droite. Hein. On peut C'est faire un faux neuf. Exactement ce que j'allais dire. On pourrait Ça très bien serait de la décaler bulle, Moussiala, là. en fait. Hein Bah écoute, si Ah, Braque avec ses compos fantasques l'autorise, moi ça me dérange pas. Bah oui, hein. Pour moi, faut pas se formaliser avec les compos. Hein. Faut mettre les joueurs qu'on a envie de mettre. C'est tout. C'est... Hein moi, je suis team Kanto, vas-y, je veux un 9, je mets Fulkrug aussi, perso. Vas-y, moi je kiffe Fulkrug aussi. On met Fulkrug. T'es ok, Pipion, ou pas? Ah bah j'aime bien Fulkrug, ça me va, ouais. Ok. De toute façon, même si t'étais pas d'accord, c'était pareil. Hein. Donc, Ouais, incroyable la compo, hein. ouais, elle est pas mal en vrai. Hein. Bah oui. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 Allemands et donc 5 Espagnols dans cette compo. Bah voilà, c'est une équipe très équilibrée finalement. Hein. Très équilibrée. Ouais. Ce qui veut dire que ce match sera bien entendu très serré. Alors, on va revenir maintenant, messieurs, à nos débriefs. Et puis, bien sûr, ça, vous retrouverez ça sur TikTok, bien entendu, et sur YouTube. Vous retrouverez le replay si jamais vous avez raté l'émission. N'hésitez pas à donner votre avis, bien entendu. Hein. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, vous avez envie de nous insulter, vous n'avez pas envie de nous insulter. N'hésitez surtout pas à commenter, lâcher du like et tout. Parce que sinon, on va vous ban, mais... Non, mais quand je dis insulter, tu connais, on reste raisonnable, quoi. Mais ce que vous avez envie de dire, n'hésitez pas à le faire, que ce soit sur TikTok, sur Twitter ou sur YouTube. Ça nous fait super plaisir, les amis. On va revenir à nos analyses, à nos previews. Et maintenant, on va parler de France-Portugal, messieurs. Parce que tout à l'heure, on a beaucoup parlé de l'équipe de France, mais on n'a pas forcément pris en compte le Portugal. On va essayer de le faire un petit peu plus cette fois-ci. Bruce, de quoi est-ce qu'il faut se méfier le plus avec cette équipe portugaise qui, on le rappelle, n'a pas montré que des bonnes choses jusqu'à présent dans cet Euro? Ouais, non, j'avais fait un peu le parallèle la dernière fois entre la France et le Portugal où derrière ça pouvait être solide et voilà, et au milieu de terrain t'as des joueurs comme Vitinha, Palhinha qui font un gros boulot, tu vois, et une attaque où t'as un Leao, t'as un Bruno, t'as un Bernardo, un Cristiano, pour le moment c'est pas flamboyant, donc c'est pour ça que moi j'avais fait un parallèle où t'as un peu force et faiblesse, tu vois, de l'équipe de France, ça peut se rejoindre sur certaines choses, donc voilà, pour moi, c'est un peu, je sais pas comment expliquer ça, alors qu'il y a des joueurs différents, mais c'est un peu un match miroir, voilà. Donc est-ce que demain, il y a une équipe qui va nous surprendre offensivement par rapport à ce qu'on a vu depuis le début de la compétition? C'est la question, voilà. S'il y a un joueur qui prend feu, que ce soit Mbappé, je sais pas, Leao par exemple, ou alors un Cristiano, tu vois, qui te plante son but, qui pour venir faire la différence, mais ce qu'il faut se méfier pour moi aussi du côté du Portugal, c'est quand même les latéraux. On l'a vu avec Nuno, on l'a vu avec Cancelo, Ouais. tu vois, c'est des latéraux qui peuvent quand même apporter beaucoup. Alors après, à contrario, quand ils attaquent, bah ça peut aussi libérer un peu des espaces. Hein, mais le truc, c'est que le Portugal, ça garde quand même toujours une certaine assise défensive. Donc voilà, avec leur charnière, Dias-Pepe, on le sait que ça peut être très costaud. Puis comme j'ai dit, on en a parlé tout à l'heure, Palhinha aussi, qui est assez incroyable. Donc voilà, moi, je sais pas, je vois un peu un match miroir. Donc c'est pour ça que pour moi c'est dur à analyser. Pour le coup, ce match-là, autant la dernière fois je voyais une légère tendance pour la France, autant celui-là pour moi c'est un pur 50-50 qui est complètement illisible parce que comme je l'ai dit, je vois il a un peu les mêmes défauts, les mêmes qualités pour le moment chez les deux équipes plus ou moins. Donc voilà, après il y a peut-être un joueur qui va se révéler. Moi j'attendais beaucoup de Bruno dans cet Euro et pour le moment bah on a du mal à le trouver. Et normalement c'est un joueur qui peut être ultra décisif, soit la finition, la passe. Et là, honnêtement, t'as l'impression qu'il cherche. Bon, t'as Bernardo aussi, on l'a dit plein de fois avec son positionnement. Même s'il y avait eu un bon match contre la Turquie dans l'ensemble, c'est un Euro très décevant. Et voilà, bon, t'as Leao aussi, où c'est pas flamboyant, quoi. Où Leao, c'est un peu par intermittence comme d'habitude. Et c'est vrai qu'il fait pas énormément de différence, même s'il essaye de provoquer comme à son habitude. C'est un peu décevant pour le moment. Donc voilà. Moi, la vérité, c'est un match qui est lisible, ça. Ouais, c'est pas les seuls qui passent à côté de leur Euro. Hein. Il y a plein de joueurs, on l'a vu, qui sous-performent pendant cet Euro. Kanto, est-ce qu'on peut s'attendre à un match chiant, un match fermé? Parce que c'est vrai que moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ces deux équipes qui se connaissent, qui sont quand même affrontées pas mal. Hein? De quoi? Non, on le pense, oui, ça sent le match pas c'est incroyable, ça. mais bon. En fait, est-ce que Kanto, on peut s'attendre à un match de calculateur, tu sais, un match un petit peu de politicien là où il y a moins d'instinct, il y a moins de joueurs libérés, il y a trop de joueurs qui justement se lâchent pas. Est-ce que tu as l'impression qu'on va avoir un match qui va nous endormir quoi finalement?
Euh, Bah oui, on s'attend pas à avoir un match où on va se régaler en tout cas, hein, de manière générale. Déjà, tu arrives en quart de finale de l'Euro avec une équipe qui n'a pas montré beaucoup de belles choses et une autre qui a galéré face à la Slovénie. C'est vrai que tous les indicateurs sont ouverts pour te dire que tu vas avoir peut-être une équipe ou même deux équipes avec des assises défensives ultra importantes parce que ces deux-là savent que le moindre but encaissé peut te coûter tout simplement le match. Donc, que ce soit de la part du père Deschamps ou du père Martinez, dans tous les cas, il va falloir défendre le plus possible et essayer de ne pas encaisser. Donc après, qui va être capable de trouver la solution? Comment? Est-ce que ce sera sur un coup de pied arrêté? Est-ce que ce sera sur une erreur défensive? C'est malheureusement à ça que va se jouer la rencontre, parce que je pense que dans le jeu, aucune des deux équipes n'a réellement les moyens de venir complètement bouger le bloc adverse. Donc je pense que ça va se jouer sur un détail. Comme on dit, le haut niveau se joue à des détails, mais je pense que pour ce match-là, sera particulièrement le cas. Ouais. Ce sera encore plus vrai, ouais, complètement. Ça peut même être un match qui va jusqu'au tir au but. Hein. C'est pas impossible. Pipion, je te pose aussi la question. Hein. Est-ce que tu penses que voilà, on peut avoir un match finalement assez original avec deux équipes qui se livrent, avec deux équipes qui jouent un football qui ne leur ressemble pas forcément. En tout cas, je parle dans les grandes compétitions et par rapport par rapport au visage qu'elles ont pu montrer historiquement. Ou alors, est-ce que pour toi aussi, ça va être plus ou moins une purge cette rencontre? Oh, oui, je pense que demain soir, 21h, amateur de Joga Bonito, passez votre chemin parce que je pense pas que le père Martinez et le sieur Deschamps nous offrent un récital de football, mais voilà. C'est un match qui, je pense que les deux coachs apprécient, tactique, rugueux. Quand on va parler détails, je pense que ça va jouer sur ça. Et c'est une opposition, j'ai pas envie de dire de style, mais voilà, de coachs qui n'ont pas encore trouvé la clé offensivement, qui pourtant ont des socles défensifs et de milieu de terrain qui sont super intéressants. Mais voilà, il manque encore cette animation offensive. Et pourtant, quand tu vois le matériel, quand tu vois certains joueurs, tu dis que ça pourrait être encore plus libéré. Alors, comme le dit Razor, peut-être que ça peut être un match fou, mais je pense très clairement qu'il faudra s'attendre à ce qu'on ait vu, que ce soit Portugal-Slovénie ou France-Belgique, un petit peu dans ce même ordre d'idée, avec deux équipes qui auront chacun la balle, qui tenteront des percées, mais bon, avec des attaquants qui ont du mal à se lancer dans cet Euro, ça va être assez compliqué. Et voilà, je sais que les tirs au but ont enfin été travaillés par notre cher sélectionneur. Et c'est vrai qu'avec Mike Maignan, il y a un bel argument. En face aussi, on a vu qu'il y avait du très costaud. Donc je pense que c'est peut-être un match qui peut s'étirer. Mais voilà, la France a quand même des certitudes défensives qu'elle a retrouvées, qu'elle n'avait plus depuis très longtemps, je trouve, dans un grand tournoi. Le Portugal a un Pep qui, à 41 ans, est rayonnant, même s'il y a eu cette petite erreur en fin de match. Un Ruben Dias qui est très bon. Joe Paligna qui est vraiment ce socle-là qui est excellent, t'as Cancelo qui peut venir, donc honnêtement c'est presque des calques finalement de quelques problèmes réciproques. Complètement. Alors messieurs, on va se mouiller un petit peu. Qui va passer dans cette rencontre? Est-ce que la France finalement va quand même assurer, ou est-ce que le Portugal va une nouvelle fois nous faire mal en Euro? Bruce, c'est l'heure. Je sais que c'est dur, je sais que c'est dur. Ouais, pour moi c'est du 50-50, mais bon, puisqu'il faut se mouiller, j'ai bien peur qu'on se fasse punir sur un corner. Aïe. Que ça se joue genre au prolongue sur un coup de pied arrêté, une connerie, qu'à ce petit jeu-là, on perde là-dessus. Voilà. Okay. 1-0 ou un truc comme ça sur un coup de pied arrêté. Victoire du Portugal pour Prus Panet, en tout cas qualification du Portugal. Quant à Mengual? France. La France. Ok. Exactement. T'as une vision sur le comment? Je suis pas impressionné ni par une équipe ni par l'autre, et je pense que la France a les armes pour s'en sortir, et voilà. Et après, s'il faut choisir des tirs au but, on a Maignan, un spécialiste, et Diogo Costa qui vient de montrer qu'il est plutôt à l'aise dans l'exercice. Mais je pense même pas que ça ira au tir au but. Je pense que le match se décidera avant sur, comme j'ai dit tout à l'heure, sur un coup de pied arrêté ou une action du genre. Coup de pied arrêté France pour Kanto. Pipion, tu tranches? Ouais, je pense que la France va écraser le Portugal 1-0 et il faut trouver qui sera notre meilleur ami CSC sur ce match-là. Et désolé le vieux père Pep, respect éternel pour ta carrière, mais il faut désigner quelqu'un, et après Vertonghen, je pense que ça pourrait être lui. Très bien. Magnifique les amis. Alors
Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va juste donner un prono pour les deux autres rencontres, hein, parce qu'on ne pourra pas s'étaler dessus. Mais j'en profite pour rappeler, par rapport à cette Angleterre-Suisse, que notre ami Quentin Mengual, ou plutôt Quanto 30, sera présent justement sur la Winamax TV. Il va commenter cette rencontre avec l'inimitable Najim Medini. Ça va être bien sympa. Il y aura aussi débrief des rencontres dans la foulée avec Sofiane, Walid, Thomas, Elton. J'y étais en plus tout à l'heure cet après-midi. L'ambiance est toujours super cool. Tout ça, ça se passe sur la Winamax TV. Vous pouvez retrouver ça sur YouTube et normalement sur Twitch, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, on va y repasser. Bien entendu, on fait, comme je vous le dis souvent, des crossovers avec eux. Et c'est toujours un plaisir. C'est bon, Quanto, t'as bien travaillé ta voix. T'es prêt? Envoyer des Ouais, je suis prêt. Je vais surtout pouvoir commenter un match avec des joueurs que je connais, parce que les derniers que j'avais commentés, c'était à la CAN, la CAN équatoriale et voilà, des équipes le avec numéro des joueurs 7, qui évoluent. le numéro 8. C'est ça, t'as des joueurs qui évoluent en D4 espagnol, D5 espagnol, D2 chypriote. Donc bon, il n'y avait pas que des mecs que je connaissais, donc là, ouais, c'est vraiment que Angleterre-Suisse, ça devrait être un peu plus facile, ouais. Ouais, ça va être un peu plus cool, non, ça va être tranquille. Alors messieurs, un prono pour ce match-là. On commence avec toi, Scipion. Angleterre-Suisse, est-ce que la Suisse peut faire tomber l'ogre anglais? Oui. Oui. En vrai, j'ai envie d'y croire parce que je sais pas si en 5-6 jours, l'état physique des Anglais peut s'améliorer. Le jeu, Southgate va pas devenir Cruyff, l'inventeur du football total, en quelques jours. Donc je me dis que cette Suisse-là, elle a vraiment un coup à jouer, j'y crois. Autant, tu vois, avant la phase d'élimination directe, je me disais l'Angleterre, il peut avoir un déclic au niveau des individualités et tout. Mais là, ça a été tellement compliqué, évidemment. Le fait d'être passé tellement proche du précipice, ça peut créer un déclic. Mais sur 90 minutes, je pense vraiment que la Suisse peut aller chercher cette équipe anglaise. Donc écoute, j'ai envie d'y croire pour Anati, ouais. Donc ton prono, c'est Suisse qui se qualifie. Ouais, je vois bien peut-être un 1-0 Suisse ou un 2-1, ouais, pourquoi pas. Ok. Bruce, pareil? Je vois la Suisse se qualifier parce que jusqu'à maintenant, c'est la suite logique des choses par rapport à ce qu'on a vu notamment en phase de groupe. L'Angleterre, en plus, ils ont dû aller au prolong. Je les trouve cuits à chaque fois. La Suisse, très en forme. C'est costaud, ça peut être costaud derrière, ça joue bien au ballon. Il y a pas mal de solutions devant. Ils peuvent marquer de différentes manières aussi. Moi, de ce que j'ai vu, je pars sur la logique et donc la Suisse. Ok, la Suisse. Hein. Et quant au 30? Ouais, merci à la Suisse pour l'Euro, mais voilà, ça sera la fin du parcours. L'Angleterre se qualifiera. Ouais. Aïe. Je l'attendais, celui qui allait se ranger du côté des Anglais. Moi, je ne sais pas. Franchement, je vous avoue, Tu te mouilles, hein, tu dis, c'est tout. Ouais, comme mais moi je sais avant, pas. moi j'étais à 50-50, tu m'as dit de me mouiller, tu fais pareil, Braque, allez. Ah, c'est vrai. Oui. Le problème, c'est qu'en fait, alors je t'explique. Tu vas dire l'Angleterre. Non. Écoute, le problème, en fait, c'est que l'Angleterre, j'ai décidé de rester avec eux, tu vois, sur cet Euro, parce que je veux pas les lâcher, tu vois. J'ai pas envie de me mentir à moi-même. J'étais sûr que cette équipe allait faire péter un truc. Et c'est la dernière occasion pour moi, parce que s'ils ne le font pas là, après c'est fini. Moi, j'abandonne l'Angleterre, je sors de ce train-là. Mais le souci, c'est que quand je vois ce que fait la Suisse sur cet Euro, quand je vois l'équipe, quand je vois le jeu qui est proposé, je vois le jeu d'une très grosse équipe. Je vois pas une équipe en fait qui arrive en outsider. Je vois une équipe dominante se présenter face à cette équipe anglaise. Donc en fait là, j'ai envie d'être très objectif non pas pour une fois, mais j'ai envie d'être objectif là en tout cas quoi qu'il arrive. Je vois la Suisse les sortir, c'est terrible. Je vois la Suisse les sortir. Ouais. Maintenant, ce que je me dis, c'est que il y a l'effet électrochoc, tu vois. Okay. Ce que Pipion a très bien souligné, quand t'es vraiment à deux doigts de te faire sortir comme ça, il y a un moment donné, t'as plus le choix en fait. Tu nous fais une grande déclaration pour à la fin nous faire croire que c'est la Suisse, tu vas dire, et tu vas finir par l'Angleterre. Vas-y, tu m'as saoulé, c'est bon, je veux dire. Ah non, mais c'est bon, t'es relou. Non, je suis pas relou, mais en fait, c'est juste que c'est trop dur. Et donc, tu dis franchement, je dis l'Angleterre, mais je dis l'Angleterre parce que de toute façon, mais de toute façon, c'est mon équipe depuis longtemps. Donc vas-y, je vais pas te dire, Alex, ton équipe, merci. Non, mais c'est mon équipe. Tu l'avais jamais avoué, Braque. Non, mais c'est mon équipe de... Comment dire, pas de cœur, mais c'est l'équipe que je suis. Tu vois, on a tous des équipes comme ça. Regarde, Pipion, toi aussi, t'as des équipes au-delà de la France que t'aimes bien, non? En vrai Non, moi, c'est que les Bleus. Après, il y a des trucs d'affection de temps en temps, mais genre... L'affection, oui, je parle de ça. Ouais, mais genre pas comme toi, avec ce coup de cœur pour nos voisins anglais, quoi. J'avoue, Braque, soit normal et soit pour la France, comme tout le monde, quoi. Soit normal, poteau. Mais toi, tu passes les 365 jours de l'année à nous parler de l'Argentine et toi, on te dit rien, toi. Toi, on te dit rien.
Oui, tous les jours de l'année, tu nous parles de l'Argentine. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Arrête un peu, frère. Arrête. Désolé, Braque, je t'ai abandonné. J'étais sûr dans ta tête et dire ouais, il va dire l'Islande. Ouais, Mais vraiment, moi, je te jure, il y a que les Bleus, moi. Mais t'aurais même pu me dire la Norvège ou je sais pas, l'Australie. C'était bon. Ah bon, ouais, bon, bah, je vois l'Angleterre passer, mais compliqué. Il nous reste un match, Pays-Bas-Turquie, du coup. Je pense que pour Kanto, on est clair, hein. Pays-Bas Oui. pour toi, hein. Oui, Pays-Bas pour moi, effectivement. Et voilà, je pense que les Pays-Bas parviendront à se défaire des Turcs. Et voilà, même avec, je veux pas dire une certaine facilité, mais je pense qu'ils arriveront même à mettre peut-être 2 buts d'écart. Ouais. Ok, Bruce, petit prono aussi? Pays-Bas aussi. Après, la Turquie, je les voyais pas passer les 8e, pour être honnête. Après, là, les Pays-Bas, c'est vrai, bon, l'adversité, elle était ce qu'elle était en 8e, mais ils ont montré quand même beaucoup de belles choses. On parlait tout à l'heure de Reinders, Gakpo qui cartonne à chaque fois. On sait que défensivement et tout, ça peut être costaud. Donc, les Pays-Bas ont montré de belles choses, donc je reste sur les Pays-Bas. Allez. Ok, très bien. Et Pipion, on conclut avec toi. Ouais, le visage néerlandais m'a beaucoup plu face à la Roumanie avec voilà, les cadres qui ont enfin répondu présent, une machine offensive qui se lance. Là, ça va être un joli test parce que forcément, la Turquie avec cette espèce de charge émotionnelle, le fait d'être en quart de finale avec cette diaspora, tout ça, ça a forcément joué. Donc je pense qu'ils vont bien résister. Il y aura le retour d'Akan, mais je pense que les Pays-Bas, voilà, ont retrouvé une nouvelle certitude. Et on n'a pas encore parlé, mais c'est vrai que parmi les limites de cette équipe néerlandaise, je trouve que Memphis Depay, c'est parallèle avec Cristiano, mais tu sais, dans le fait Ouais. tu sais, d'avoir un impact de temps en temps qui est négatif, parce que je m'écris quand même l'euro de Cristiano au-dessus de Depay, mais je trouve que Depay dans l'attitude et tout, c'est pas dingo, quoi. Moi, je trouve que c'est surtout la finition, mais après, tu sais, il pèse quand même d'une certaine manière. Je trouve que c'est surtout la finition. Pareil, tu le sens, une petite crise de confiance, mais je trouve quand même tout n'est pas acheté. Alors oui, on est loin d'un gros Depay, mais moi, je trouve par moment, tu vois, ça peut être complémentaire des autres un peu quand même. Eh bien, on verra comment tout ça va se dessiner à partir de demain. Du coup, donc pour rappel, on sera en viewing party pour l'Allemagne et Espagne, forcément. Et puis, si je dis pas de bêtises, on débriefera par la suite la rencontre de l'équipe de France. À 11h, ouais, après le match Voilà. de la France, quoi. Donc ça peut être même plus d'11h. Hein. C'est ça. Merci Bruce pour le soutien et aussi pour le soutien sur le chat. J'ai vu ton message, ça fait plaisir. Et le message chez Poineau qui a mon compte. Ah, ouais. Ah oui, c'est Poineau qui a ton compte, oui, bien sûr, bien entendu. Messieurs, on passe au prono gate, allez. Ah, parce qu'il était temps que cette émission se termine. Le récap des points, si on peut l'avoir. Bruce qui passe son my match, Kanto qui passe son my match. C'était quoi vos my match? C'était un score exact sur le match. Ah, sur le Roumanie-Pays-Bas. Exactement. Ouais. Moi, c'était Pays-Bas gagnent les 2 mi-temps. C'est Pas ça. mal. Pas mal, eh bien, Kanto et Bruce qui font une très belle opération et Bruce qui recolle. C'est pas je recolle, je suis premier poteau. T'es pas premier, t'es ex aequo, frère. Il faut mettre un à côté de moi. Je sais que j'ai perdu un point, mais vas-y, arrêtez de bubiller là. Oh. Ah ouais. Tu vas remanger ton moins 2 que t'aurais dû manger. Tu vas être à 24 points. Hein. Frérot, t'as appelé Poineau pour un quart d'heure. Alors, vous trichez, Ah ouais, vous grave. mettez des trucs qui sont pas dispo en my match en mode faut arrêter votre cinéma. Comme dirait Fabrice Eboué, c'est ça ta priorité dans la vie, c'est ça ton combat. Bien sûr. Appeler Poineau pour un quart d'heure pour enlever un poids à ce pauvre Scipion. Parce qu'il y en a, c'est pas la première fois qu'ils le font. Mais je visais personne. J'ai dit, il y a des trucs, moi, je les vois pas. Je veux juste qu'on me dise où il y a ces options-là. Et Poineau a vérifié. Il le savait à ce moment-là, mais il a pas voulu me dire. Parce que c'est pas la première fois que je vois des trucs passer qui n'existent pas dans les my match. Donc je me dis, au bout d'un moment, faut me dire, les gars, donnez-moi vos tuyaux, où c'est. Parce que moi, je pourrais mettre plus de points. Et bizarrement, moi, je dois composer 100. Il y en a, ils composent avec depuis un moment. Donc, Le combat d'une vie. bien sûr. Alors, pour les rencontres, ce sera donc Espagne-Allemagne, forcément, et Argentine-Colombie. On regarde un petit peu. Argentine pour tout le monde. Et puis, nul entre l'Espagne et l'Allemagne pour Scipion et Bruce. Voilà. Équateur, Braque. Je sais que les drapeaux. Pardon, Équateur. Slovaquie, ça peut se confondre. Non, t'inquiète. Excusez-moi, je vous ai dit, moi, la Copa, c'est pas pour moi. Équateur, du coup. T'avais dit qui J'ai dit Équateur. J'ai dit, Colombie. mais tu sais, Ah oui, l'Équateur, la Équateur, ligne, tu sais, la ligne qui voilà, est au milieu de la Terre. Messieurs,
les buteurs. Alors on part sur Musiala pour Bruce, on part sur Griezmann pour moi-même, Kanto qui tente Fabien Ruiz à 12,50. Nico Williams, ouais, 12,50 quand même. Nico Williams pour Scipion et Nico Williams pour Zal également. On regarde maintenant les My Match. Alors je crois qu'on vous a déjà fait voter. J'ai la réponse pour le FC Guez. Vous partez sur Musiala, donc pour le buteur. Donc le buteur du FC Guez, ce sera Musiala. Et maintenant on va regarder les My Match. Le dernier, qu'est-ce que c'est que cette salade là? Ah bah écoute, on va la lire. À deux doigts d'être mec mignon. Buteur multichance pour le dernier. En gros, il voit soit Antoine Griezmann marquer, soit Théo Hernandez, soit Tchouaméni, soit Saliba, ou soit N'Golo Kanté. Donc en gros, il a mis 5 buteurs pour une cote à 3,05. Donc le mec qui s'est fait plaisir. Hein. Ok, donc ça c'est le 5e. Pour le premier, c'est Randal Colomwani buteur en sec, côté à 5, c'est intéressant. Le 3e voit un match nul, tout simple, entre la France et le Portugal. Ensuite, on a du score exact, 1-0 pour la France ou 0-0. Et puis on a un dernier My Match, le 4e, avec des scores exacts, celui de Kanto en gros, qui est coté à 3. Et c'est le 3e My Match qui est choisi, celui de Bruce. Et oui, le FC Guez qui l'a trouvé une nouvelle fois. Et je vais vous mettre dans le sac à dos les gars, mais juste pour ce coup-ci, je vous le dis. Hein. Et je pense qu'on est complet pour cette émission. Voilà. Bon bah messieurs, merci beaucoup. On a fait presque 2 heures, 19h58. Voilà, on a été très complet. En tout cas, on a essayé. On se retrouve demain, du coup. Hein. Tu veux pas qu'on fasse 2-3 minutes de plus, comme ça, on aura on sera payé un peu plus, tu vois, parce qu'on aura grappillé sur une nouvelle heure. Vas-y. 2 minutes en plus. Hein. Vas-y, on peut rester 2 minutes, hein, comme ça, on reste jusqu'à 20h. Hein. Vous voulez parler de quoi, les gars? En vrai, on s'en bat les couilles, tu peux abréger. Ah voilà, je savais. Merci beaucoup, Kanto. Merci à toi, merci à vous. Merci beaucoup, Prux. Merci les gars, c'était cool et à demain. Merci beaucoup, Pipion. Merci Braque, merci l'équipe et à demain. À demain, les amis. Et vive la Suisse. Salut.